Les maladies génétiques ou héréditaires ne cessent d'affaiblir des familles, qu'elles soient riches ou pauvres. Au Cameroun, les moins nantis ne cessent de payer le prix parce que faute de moyens financiers pour entretenir la pathologie. Et ce soir, Regard Social tente de comprendre le phénomène avec la contribution de nos spécialistes qui vont être sur ce plateau en deuxième partie. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous sur Regard Social. Sur ce plateau, des cas et bien d'autres aussi, certainement à la maison. Pour ceux qui nous regardent en ce moment, vous allez sans doute vous retrouver sur les difficultés que rencontrent ceux qui sont déjà sur notre plateau ce soir. Donc, il y a Lionel Tchafak. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors, vous êtes âgé de 19 ans et vous souffrez d'une maladie depuis pratiquement 4 ans. Oui. 4 ans aujourd'hui, Oui. 5 ans. Vous souffrez de quoi? Non, je ne sais pas, monsieur. Mais ça a commencé que comme ça. Donc, ça a commencé quand j'étais avec ma grand-mère au village. Oui, racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous aviez quel âge à l'époque et c'était comment? J'avais 14 ans. Donc, ça a commencé à chauffer. Donc, quand je reste comme ça, mes pieds commencent à chauffer. Donc, je rentrais de Vous parlez à haute voix pour qu'on vous entende. Oui. Je rentrais de l'école. Mais je devais rentrer de l'école le jour-là pour aller chercher la grand-mère au champ. En rentrant... Vous étiez à l'ouest à l'époque? Oui. J'étais au village avec la grand-mère. En rentrant de l'école, ça a commencé. J'ai commencé à sentir les douleurs. J'arrive à la maison, ça commence. Donc les douleurs ont monté. Je n'ai pas pu aller chercher la grand-mère. Et comme elle est rentrée, elle a commencé à gronder que ça enjoint que j'ai cassé le pied. Je lui ai dit que ce n'est pas en jouant que j'ai cassé le pied. Ça, c'est venu seul. Moi, je ne jouais pas. On a cherché quelqu'un pour que... une voisine pour qu'il vienne masser le pied. On a massé le pied, c'est parti. Ça a commencé que comme ça, on commençait à enfler. Alors, ça a pris le premier pied, le pied droit? Oui, non, ou le pied gauche. Le pied gauche, ça a commencé le pied gauche. Ça a commencé à enfler petit à petit. Donc, ça démangeait, ça fait des boutons? Oui, ça donnait les boutons. Et il y avait certains moments que ça ne me laissait pas dormir. Donc, dans la nuit, ça chauffe. Ça ne me laisse pas dormir, ça fait mal. Mais le temps là, je n'avais pas encore, il n'y avait pas les comprimés pour boire, pour avaler. Bon. Je suis allé, j'ai fait quand jusqu'au coup moins 2. Le temps qu'on a demandé les dossiers, on voulait mettre les dossiers. Mais on a mis les dossiers et il fallait l'acte de naissance pour envoyer les dossiers. On n'a pas vu l'acte, mais il y avait que la photocopie d'acte. Et on ne pouvait pas envoyer les dossiers avec la photocopie. On a appelé à Douala. On a appelé mon père à Douala. Il a dit qu'on vient avec la photocopie. On essaye de voir si il peut composer ici avec. J'arrive ici, le pied augmente une fois. J'ai une fois laissé l'école. On a essayé de voir ce qu'on peut faire sur le pied. Bon. J'ai laissé l'école, je ne savais pas que ça devait aller jusqu'à ce niveau parce que le temps là, ce n'était pas encore gros comme ça. On a commencé à aller chez les marabouts, par ici, par là, jusqu'à on nous a indiqué sur l'autre à 10. C'est là où le père, ce papa a dit qu'il va soigner. Il a commencé le traitement. Quand il soigne aujourd'hui, le matin, tu vois comment il y a changement. Mais le soir, ce n'est plus pareil. Donc, ça revient toujours au même. Tu viens, tu pars le lendemain. Quand il faisait le pansement, je sautais au moins 2 jours avant d'aller là-bas. Quand il faisait, il n'y avait pas de changement jusqu'à la fin. Il a dit que, donc, pour nous montrer qu'il ne pouvait pas soigner, il a appelé le père pour dire que il faut qu'on achète une marmite neuve
et 5 litres d'huile avec la viande du porc pour qu'il termine, pour qu'il lave ses mains sur ça pour quitter. Donc c'était pour nous dire que lui-même, ça lui est dépassé. C'est là où on est parti acheter tout ça. Il a dit que il a préparé sans sel ni rien. Il a dit que il faut que je mange ça jusqu'à ça, je finis. On est rentré. Arrivé à la maison, j'ai fait pareil. Le pied a toujours augmenté. On est encore allé chez l'autre. À l'époque, c'était un pied. Oui, c'était toujours un pied. Alors, à quel moment le deuxième pied est attaqué? C'est quand le père est mort. Quand le père est mort, on est arrivé ici. On est arrivé ici là. Le deuxième pied a commencé. L'argent compte, nous on s'est débrouillé pour soigner avec. En rentrant le soir, tout l'argent qu'on avait, on a arraché ça à la main. Les bandits ont arraché. Donc, il n'y avait plus l'argent pour suivre. Il n'y avait plus l'argent. Le traitement. Arrivé à la maison, le cas a encore aggravé. Il fallait que je parte à l'hôpital. On est allé à Bingo, ici à Bingo, à Bopi. On nous a renvoyé. Ou on part à l'hôpital, à la Quintini ou à Bamenda. On a choisi d'aller à Bamenda. On a prêté l'argent, on a appelé la famille jusqu'à on a obtenu 200 000 pour aller là-bas. Arrivé là-bas, l'argent, on a soigné, fait passer dans tous les hôpitaux qu'on est passé là-bas. On faisait les examens, ça sortait que négatif. Donc on n'a jamais vu la maladie. La maladie, on ne voit jamais la maladie, c'est toujours négatif quand on fait les examens. Donc jusqu'à présent, arrivé à Bingo, on a passé à la radio. Moi-même, j'ai vu comment on passe à la radio, il n'y avait rien. Donc le docteur dit qu'il n'y a rien. Bon, on est arrivé le même jour à l'hôpital. On a dit qu'on rentre, que l'hôpital est fermé. On a dit qu'on n'a pas d'endroit où aller à Bamenda. On a dit qu'on part en ville. C'est un docteur qui nous a dit qu'il faut que on vient avec nous. On commence le traitement. Parce que quand ça commence, ça sort les poches d'eau. Ça donne les blessures. Alors les deux pieds étaient déjà attaqués en ce moment-là. Oui, mais l'autre aussi ne faisait pas mal. C'était le deuxième pied. Le deuxième pied. On a commencé. Alors depuis ce temps jusqu'ici, rien n'a changé. Non. Au contraire, la maladie ça augmente. Ça s'aggrave seulement. Le lendemain, il y a 2 docteurs qui sont venus. L'autre a dit qu'il faut que c'est l'éphantiasie. Qu'il va falloir qu'on coupe le pied. L'autre a dit que non, qu'on attend les autres médecins viennent. Les autres sont venus, ils ont dit que non, que ce n'est pas l'éphantiasie. Ils ont donné le nom, mais j'ai oublié. Et comme on est là où il y a l'eau, je suis arrivé ici avec le canet. Quand l'eau a monté, le canot, on ne voit pas, l'eau est partie avec le canet. C'est ça que votre maman appelle les filières avancées? Je ne sais pas. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas le nom qu'on avait donné à Bamenda. On a soigné à Bamenda. D'accord, alors votre cas est déjà visible et quelques temps après, c'est votre petit frère qui est également avec vous sur ce plateau, Jurel Tchafak. Bonsoir également. Bonsoir. Alors, vous êtes âgé de 14 ans. Et vous également, vous avez le même problème. Comment est-ce que pour vous a commencé? Ce matin, je jouais avec mes camarades. Jusqu'après, la tôle a fendu mon pied. On a traité la blessure, traité la plaie. C'est fini. Une année après, la plaie est ressortie. On a encore traité, gaspillé, c'est fini. La plaie a encore fini. Notre année, s'est ouvert. On a traité, ça finissait. C'était comme une plaie guérissable. Même les passants traitaient. On faisait même les pansements en route, les médicaments. Je rentrais avec. Jusqu'après, la plaie est finie. La plaie a commencé à enfler comme ça. Elle a commencé à enfler. On montait, on descendait avec. On ne pouvait pas la guérison. Ça attaquait l'autre pied aussi. Donc vos 2 pieds sont également sont atteints. Oui. Comment ça fait? Ça démange, ça fait mal? Ça fait très mal. Ça commence à aller avec un fort paluche. Le corps chauffe. Quand ça sort les boutons, le bouton là se pèse après, ça fait couler l'eau.
Alors, c'est la même chose chez vous? Oui. Les mêmes manifestations? Oui. Okay. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre maman, Anne Bokem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maman de ces deux enfants? Je suis la maman. Oui. Vos enfants souffrent de la même maladie? Oui, c'est la même maladie. Parce que ça Parlez à haute voix. C'est la même maladie parce que ça a les mêmes symptômes. L'aîné commence, ensuite le second. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah, pour l'aîné à commencer, je me suis aussi battue comme je pouvais. Ça n'a rien donné. Et pour l'aîné, je ne savais pas qu'il devait encore avoir un cas comme ça. Bon, finalement, comme lui dit que la tôle avait fendu le pied, on a traité le pied. Donc 3 ans après, la blessure est finie, le pied est devenu comme ça. Donc ça me dépasse aussi. Et pour lui, comme on était à Bamenda, avec là, on a dit que c'est un microbe. J'ai eu la malchance. Donc lui, en quittant à Bamenda, on n'avait pas fini son traitement. Pourquoi? Il y avait manque d'argent. On m'a envoyé le message. Je suis allé prêter l'argent à la Réunion. En traversant le goudron avec les enfants ici, on m'a arraché le sac au cou. Donc c'était comme ça, l'enfant est rentré comme ça, sans finir le traitement. L'argent que vous êtes allé chercher à la Réunion, c'était pour le traitement? C'était pour le traitement. Malheureusement, les bandits m'ont pris ça. C'était calé comme ça. Ou si l'argent n'a pas été, il devait être sauvé le moment là où je ne sais pas. Donc depuis le moment là, je ne peux pas vous mentir. Je n'ai plus, donc je suis là comme ça. Votre époux est décédé, ça fait 6 ans, dites-vous? Ça fait 6 ans. Comme il a laissé les 2 enfants malades ou un seul? C'était qu'un seul. Avant que par derrière, celui-ci a aussi commencé. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui souffrent des mêmes pathologies? J'ai mon frère qui a ça. Je ne sais même pas si c'est le même cas. Parce que donc, la façon que l'autre ici réagit, sa part ne réagit pas comme ça. Donc, sa part est comme. Donc, il peut porter ses chaussures comme lui veut, les habits, comme il veut. Donc, lui-même, ça lui dépasse. Pour les enfants, ça lui dépasse aussi. Votre mari ne souffrait pas de cette maladie? Ni vous-même? Non. Et comment vous vivez avec eux? Je vends les arachides pour les nourrir. Alors, tous les jours, il faut trouver quelque chose, soit vous mettez le médicament en fonction de quoi? Vous imaginez ce qu'il faut mettre ou alors ce sont des prescriptions, ce sont des médecins qui vous ont conseillé de... Ça m'a déjà dépassé parce que là où on passe, donc ça ne donne rien. Ça m'a déjà dépassé jusqu'à... Je donne maintenant que les calmants. Quand ça commence, je donne que les anti-inflammatoires pour calmer un peu de douleur pour qu'eux ils dorment. Oui, mais il faut également qu'ils mangent. Et qu'ils se nourrissent. Vous trouvez l'argent où? Vous vendez les arachides, vous avez dit. C'est suffisant pour nourrir une famille? Ça ne suffit pas, parce qu'il y a les jours que je reste en route, on m'appelle que c'est grave à la maison. C'est le peu que j'ai vendu. J'achète que les remèdes avec pour rentrer avec. On reste comme ça. Qu'est-ce que les voisins disent quand ils vous regardent? Ou quand vous sortez avec votre maman, les gens disent quoi? Les amis, les enfants du quartier? D'autres se moquent. Ils disent quoi? Quand ils passent, ils disent gros pieds. Là, les pieds de l'enfant. Et vous vous dites quoi? Le message est différent parmi les autres. Lionel, Monsieur. C'est la même chose? Oui. Non. Au début, comme ça, quand on faisait... Quand on disait, ça m'énervait. Mais avec le temps, j'ai pu écoper avec ça. Donc, quand on parle comme ça, je supporte seulement. Parce que ce n'est pas moi qui a souhaité que ça arrive. Donc, moi, je ne suis pas né avec. Donc, c'est aussi arrivé comme ça. Donc, je n'ai pas le choix de supporter. Donc, je sais seulement aussi quand je veux. Quand je suis avec même les amis. D'abord, je n'aime pas d'amis. Pourquoi vous n'avez pas d'amis? Je ne sais pas.
Ils vous fuient ou alors c'est vous qui les fuyez? Donc, quand je sors, on me regarde différemment comme ça là. Bon, moi je n'ai plus envie de sortir. Donc, si je veux aller faire ce qu'on m'a envoyé d'aller faire, je ne peux pas faire, je viens rester à la maison. Moi je reste que sur place. Alors, Anne Bokem, comment vous comprenez ça? Vous faites 2 enfants qui souffrent de la même maladie. Vous comprenez ça comment? Ça me dépasse vraiment. Par la haute voix. Ça me dépasse vraiment. Donc je ne sais pas, je suis vraiment dépassée. Donc je suis débordée. Je suis débordée. Vous faites un premier enfant, à 14 ans, la maladie commence, ça attaque les 2 pieds, et quelques 2-3 ans après, c'est le second. Je suis débordée. Je ne savais pas que je devais voir le cas là comme ça, encore sur l'autre. Donc je suis débordée. Vous n'avez pas pensé à quelque chose de mauvais? Vous n'avez rien fait à quelqu'un? Non. Non. Les marabouts disaient quoi? Que c'est une maladie qu'on peut facilement traiter? Oui, que c'est l'enfantiasie, on va seulement, donc on va prendre ça comme un bonjour. Mais finalement, tu quittes là où tu étais, toujours en pleurant, tu rentres. Donc je ne sais pas. Avec Djerel, vous êtes aussi parti chez le marabout? Oui, oui. C'est la même chose qu'on vous dit. La même chose. Il n'y a pas eu de solution jusqu'ici. Et vous souhaitez faire quoi maintenant? Lionel, vous êtes face aux caméras, vous êtes sur le plateau de l'espoir, ce regard social. Vous voulez quoi? Vous souhaitez quoi? Il y a des gens qui vous regardent à travers le monde. Et on est venu ici là pour seulement demander de l'aide, parce que ça nous est dépassé. Même mes petits frères, ils ne mangent même plus d'abord parce que tout l'argent qu'on a, ça part que sur les antibiotiques, parce que quand ça fait mal aujourd'hui, ça te laisse demain. Donc le lendemain ça commence. Donc c'est comme ça que ça nous nuit à la maison. Nous seulement on demande pardon pour qu'on nous aide. Parce que pour le moment on ne peut plus. Donc la main c'est à toi abattu. Elle est à dépasser pour ça. Donc moi-même, je ne savais pas que pour mon petit frère devait être comme ça. Je savais que c'était que pour moi. Mais pour lui, ça prend aussi un tournure que moi-même je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est seulement que on demande seulement de l'aide. Il faut seulement qu'on nous aide seulement. Parce que si on ne nous aide pas, on ne peut plus rien faire sur ça. Djerel, vous voulez quoi? Vous regardez la caméra, vous vous adressez à ceux qui sont dans la caméra. Vous leur dites ce que vous voulez. Je veux juste que la population nous aide, pour que je me sens plus différent avec mes amis. Pour que je puisse aussi m'amuser comme je m'amusais avant. Et puis aussi fréquenter comme tout le monde. Vous partez par l'école à cause de ça? Même avant quand je partais, je pouvais faire même des mois. Quand ça me prend, je peux faire des semaines, des mois à la maison avant de recommencer le cas. Anne Bokem, quand vous regardez vos enfants, vous dites quoi? Que Ça me fait mal, papa. Et quand je vois ses amis avec les tenues, quand l'année est finie, je comprends. Mon enfant a eu le CP, mon enfant a eu le bébé. Ça me fait aussi mal. Je dis que comment je peux accoucher les enfants, ça devient comme ça. Même un jour, je ne peux pas appeler même ma camarade que viens, on coupe même une bière. J'ai eu aussi, quand je vois comme ça, ça me fait un jar, papa. Ça me fait un jar. Donc je suis dépassée. Donc je suis comme ça, je pleure à la population de m'aider. Si on peut sauver les 2 ans, on peut me sauver les 2 enfants. Je suis déjà fatiguée. Et qu'est-ce que la famille dit? Votre belle famille et la vôtre?
Ah, ma belle famille, il n'y a personne qui... Oh, ça les a aussi dépassés. Même derrière ma famille, même. Ça les a aussi dépassés. Alors, vous êtes sur ce plateau parce que vous souhaitez qu'on vous aide et que surtout qu'on trouve la solution à cette maladie qui terrasse vos 2 enfants, qui souffrent pratiquement d'une même maladie. Les experts vont d'ailleurs nous expliquer tout à l'heure. Le temps qu'on vous invite à suivre le reportage, un très grand reportage qui a été réalisé dans votre environnement immédiat. Oriol Tumi avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa. En tout cas, les 2 sont allés dans cette famille-là pour recueillir les avis des uns des autres et voir un peu comment cette famille vit. Les cas du genre, on en compte, en tout cas dans le Cameroun en profond, parce que ce sont des pathologies telles que constatées par les experts, touchent plutôt les familles aussi démunies. Juste après ce reportage, nous allons recevoir nos experts. Dans le véhicule que conduit Joseph, nous prenons la route de Condivert, un bidonville situé dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. L'équipe de regard social a été alertée par un capeur ordinaire. Ici, une mère et ses enfants vivent dans la désolation, l'affliction, le chagrin. La veuve Anne Bokem traîne 2 de ses enfants partout où une lueur d'espoir se présente à elle. Entre précarité, pauvreté et promiscuité, la veuve Anne Bokem n'a qu'un choix à faire, la guérison de ses enfants. C'est sa seule détermination. Mais comment en est-on arrivé là? D'où vient-il que 2 enfants d'une même famille développent une pathologie similaire, bien d'années après leur naissance? Le premier cas est celui de Lionel Tsafak. La maman se souvient, le petit Lionel était au cours moyen 2e année. Peu de temps après, Anne Bokem perd son époux. C'est le début de la tourmente. Ça n'a pas commencé à 13 ans, quand il voulait faire le CEP. Donc je reste aussi comme il était au village avec ma maman. Il est monté ici sur Douala pour me regarder. Donc je suis restée jusqu'à... L'enfant me dit que son pied gratte. Je dis gratter comment? Donc ça a commencé comme ça. Je vois, on a passé partout, sur les pieds, partout, avec le pied de l'enfant. Ça n'allait pas. Donc ça commençait à enfler. Ça m'a dépassé aussi. Donc bingo Bamenda, j'étais là, bingo Limbe, j'étais là, bingo Mbopi, j'étais là, ça n'a rien donné. Mais un malheur ne vient jamais tout seul. Durel Tsafak, frère cadet de Lionel, sur un rien, va développer la même pathologie. Je suis resté encore jusqu'à son frère à 10 ans. Je vois son frère encore avec le pied comme ça. Il est allé chez ma belle-sœur. Eux, ils jouaient avec ses amis. La telle a fendu le pied de l'enfant. On a traité jusqu'à la blessure a fini. 1 an après, la blessure ressort encore. On a traité 2 ans après. 2 ans, 3e année, c'est sorti. Donc c'est sorti comme ça, 3 ans, 3e année. On a traité le pied de l'enfant jusqu'à ce que les patients qui m'aidaient maintenant à traiter. Ils rentraient maintenant avec les anti-inflammatoires, les remèdes. Je demande que tu sors ou avec les remèdes. Maman, c'est un patient qui m'a aussi aidé comme ça. Désormais, dans cette famille qui broie déjà le noir, s'installe le désespoir. Ça m'a aussi dépassé. J'ai marché avec les enfants jusqu'à je suis comme ça dépassé. Une tradition qui m'a demandé 600 000. Je suis partie voir la famille. On s'est battu jusqu'à donner les 600 000 chez lui. Ça n'a rien donné jusqu'à aujourd'hui. Je suis là comme ça.
À la fin, il m'a dit d'aller chercher, d'aller acheter une marmite, composer, j'ai encore composé les trucs comme ça, aller lui voir. Il a fini son remède, j'arrive avant que le pied de l'enfant, donc ça s'aggrave encore, ça m'a dépassé. Elle dit que oh, ça c'est quelle malchance ça. Anne Bokem passe des nuits blanches. Voilà bientôt 10 ans que cette veuve se bat toute seule et avec des techniques dérisoires pour ne plus écouter les cris de douleur de ses bambins dans ces nuits déjà tourmentées. La douleur commence avec le ganglion. Donc quand je reste jusqu'à l'enfant me dit que maman, le truc l'a encore monté. Donc c'est les larmes qui coulent. Parce que quand ça commence, moi-même je ne dors pas. Toute la nuit là, tout le monde passe que la nuit a pleuré. Parce que l'enfant, donc toi-même tu sens que non, si ça continue comme ça, si ça fait comme ça une semaine, l'enfant va seulement mourir. La douleur que ressentent ces enfants a des pics. Certaines nuits sont quasi invivables dans cette pauvre famille. Comme les derniers moments pour l'aîné, j'ai pleuré ici dedans parce que je ne savais pas que donc, je pouvais me lever le matin comme ça et toquer. Jusqu'à lui-même, il avait même peur jusqu'à appeler son petit frère. Il vient dormir avec moi. Moi-même, j'ai eu peur. Je n'ai pas dormi la nuit. Là. Je ne savais pas que le matin, je devais encore trouver l'enfant là vivant. Donc, quand je me suis levé le matin, moi-même à 4h30, je me suis levé, je suis allé toquer sa porte. Jusqu'à lui-même, il a dit oui. J'ai dit merci Seigneur. Mais ne pas baisser les bras, c'est le credo de la veuve Anne Bokem. Nous l'avons retrouvée quelques jours plus tôt en situation professionnelle. Mon mari est mort pour me laisser avec les enfants. Je me débrouille comme ça pour vendre comme ça pour les regarder. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans aujourd'hui que je me débrouille comme ça avec pour les... Ces enfants sont condamnés à une vie casanière. Djurel Tsafak a arrêté ses études au primaire. Aujourd'hui, le jeune enfant d'un peu plus de 14 ans n'a même plus le courage d'aller à la rencontre des enfants de son âge. Avant, je m'amusais, je jouais du ballon, je jouais aussi comme tous les enfants. Il faut aussi rester devant beaucoup de... Il faut aussi rester marcher avec mes amis. Mais cette fois, parfois je ne peux pas. À cause de ce mal sur mes pieds. Moi, je me sens différent parmi mes amis. Parce que je les vois avec les pieds normaux, je me retrouve avec les gros pieds. D'autres me rejettent, d'autres m'insultent. Cet adolescent souffre le martyre. Si j'ai un problème au quartier, peut-être on sentait se disputer, c'est mon maladie que m'insulte, gros pieds. Ça me fait mal, je commence à pleurer. Son aîné Lionel était au cours moyen 2e année quand sa vie a basculé. J'ai arrêté l'école à cause de ma maladie. Bon, c'est ça qui m'a fait rentrer à la maison. J'étais au village avec ma grand-mère. Le jour qu'on devait composer l'examen, je n'ai pas vu mon acte de naissance. Il y avait la copie. J'ai appelé le père ici à Douala. Il a dit que je montais. Il a vu un fondateur à Makepe. Il a dit qu'il montait ici à Douala. La maladie a commencé. On essaye de voir si je peux composer avec la copie. Je suis venu ici là. Arrivé ici, le pied a une fois commencé. On n'a plus cherché à me renvoyer à l'école comme c'était prévu que je devais arriver ici aller à l'école. On a laissé. Maintenant, on a commencé sur les pieds. Ça n'allait plus. Donc les pieds ne faisaient qu'augmenter, ça faisait mal. Il y a pourtant quelques années, Lionel avait décidé de faire la menuiserie. Mais sa formation a été stoppée net par son mal. Quand ça commence à faire mal, j'ai donc plusieurs types de maladies. Je commence d'abord à chauffer. Après, ça arrête de chauffer, je commence à trembler. Quand ça arrête de trembler, c'est le palu qui vient maintenant. Quand le palu s'arrête, c'est maintenant mon ventre. Je ne parviens pas à manger ni boire l'eau, les crashs non plus. Donc ça me fait que je ne fais que vomir. Donc ça me dérange, même marcher, donc les maisons ne tiennent plus. Donc c'est quand ça fait, je fais au moins une semaine au lit, avant que je peux maintenant me lever pour un peu mettre mes pieds au sol pour marcher un peu. Comme chez son jeune frère, la douleur le plonge parfois dans un état second. Dernier moment, comme ça m'a fait mal, moi-même en parlant,
je ne savais même pas, donc je ne savais même pas ce que moi je disais. Donc j'avais peur de mourir. Mais tous les noms que moi j'appelais, je ne savais pas moi où j'étais avant d'appeler tout ça. Mais quand ça commence jusqu'à, je fais tout ça jusqu'à le sommeil vient un peu. C'est là où ça me laisse un peu. Je dors, je me réveille que ça a un peu baissé. Lionel Tsafak passe ses nuits dans un dortoir qu'il ne trouve plus la force d'aménager. Ceci du fait des inondations qui ont donné un autre nom à ce quartier de Douala, marécage au bar. Quand il pleut ici, il y a une inondation, même pas possible, il n'y a même pas moyen de sortir, même si tu réussis à sortir, c'est que le lendemain avant que tu rentres. À cause de l'inondation que j'ai perdu les carnets des hôpitaux, que j'étais aussi là-bas avec les enfants. Est-ce un sort qui s'est abattu sur cette pauvre famille? Est-ce une malédiction? Ou simplement, serait-ce une pathologie génétique? Ici, on se souvient que ni le père de famille de regretter mémoire, ni la mère n'ont jamais développé ce mal. J'ai mon frère qui a cette maladie et sa part n'est pas comme pour les enfants. C'est parce que lui, il porte ses habits comme il veut, les chaussures. Mais les enfants, si tu ne passes pas que la commande d'habits, tu ne peux pas acheter leurs habits comme les habits des autres. Pour notre beau ne lui menace pas comme pour nous, nous menace. Pour nous, je ne sais pas là où ça vient. Pour cette famille, le rêve est brisé. L'avenir est désormais incertain. Durel veut reprendre le chemin de l'école. Lionel, lui, veut poursuivre sa formation en menuiserie. Mais impossible pour l'heure, vu le mal qui les ronge et les tue à petit feu. Le reportage porte la signature de Auriel Tumi avec des images qui ont été filmées avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa. Vous comprenez bien que c'était l'environnement immédiat de cette famille et vous comprenez également que sur ce plateau, nos spécialistes sont déjà installés. Docteur Hobson Charles, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes médecin orthomoléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exact. Médecin orthomoléculaire, ça veut dire quoi? Ortho veut dire correct, c'est ce que ça veut dire. En fait, il y a deux grandes écoles de grandes pensées de médecine à travers le monde. Il y a la médecine allopathique qui est pratiquée dans les pharmacies, les hôpitaux, et il y a la médecine orthomoléculaire qui, elle, se base sur les molécules que le corps crée pour soigner les maladies et non pas les molécules qui ont été créées par l'homme et qui sont dans les pharmacies. Donc, c'est deux approches différentes. C'est nouveau, ça. Avec la médecine orthomoléculaire, aucune maladie n'est incurable. Il n'y a que des malades incurables. Et la médecine orthomoléculaire, vous savez, avant de parler de la médecine orthomoléculaire, dans le cas précis, vous voyez, Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine moderne, disait que quand vous voulez découvrir l'origine d'une maladie, basez-vous d'abord sur l'environnement. Parce que ici, c'est vrai, c'est une maladie génétique, mais il y a un déclencheur environnemental qui a démarré cela. Parce que le gène est dans la famille, c'est vrai, mais tout le monde ne souffre pas de la maladie. Et certains souffrent à des degrés divers. Donc, c'est une maladie héréditaire multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs génétiques, il y a également des facteurs environnementaux. Donc, c'est de ça qu'il est question. J'en venais justement à vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ces cas? Oui, ce cas, moi je pense que l'approche orthomoléculaire est différente de l'approche allopathique. Nous savons qu'il n'y a que deux raisons. On tombe malade que pour deux raisons. Okay? On tombe malade parce qu'on a une déficience nutritionnelle. On tombe malade parce qu'on a un taux de toxicité très élevé dans le corps. Vous comprenez? Si vous avez... C'est pour ça que certaines personnes peuvent avoir le même gène, mais ne peuvent pas tomber malade. Chacun de nous hérite de gènes. Parfois, vous voyez, on a des gènes, mais qui se développent en maladie. Parce que si on arrive à contrôler l'environnement, si on arrive à pallier aux carences et on se débarrasse des déchets, il y a beaucoup de maladies qu'on va éviter tout le long de sa vie. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en face, docteur Tagu Jean-Pierre. Tagu Jean-Pierre. Oui. Bonsoir et bienvenue. Merci. Vous bonsoir. êtes pharmacien biologiste. Oui. Vous avez également regardé ce reportage. Vous avez suivi les témoignages.
Où est-ce que vous classez cette pathologie, par exemple? Disons on peut considérer cette pathologie à deux niveaux. D'abord, faire une pensée à une maladie génétique, mais en même temps exclure pour confirmer que c'est une maladie génétique par un diagnostic de base qui devrait éliminer l'éléphantiasie, la lymphangite moléculaire, comme il vient de le dire. Une fois que cette lymphangite est traitée et que l'éléphantiasie est effectivement éliminée, on considère à ce moment-là que c'est une maladie génétique. Maintenant, il faudrait savoir si cette maladie génétique est due à une anomalie de gène ou si elle est due à un gène sur le chromosome sexuel, c'est-à-dire une maladie génétique de transmission héréditaire due au chromosome sexuel. Le chromosome Y surtout, parce que le chromosome X surtout, parce que le chromosome Y ne transmet pas, du moins, il n'y a que 2 maladies que le chromosome Y peut transmettre. Très bien. Vous allez davantage nous expliquer tout cela dans un instant. Le temps d'accueillir également sur ce plateau Dr Kwame Frank. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste. Oui. Ça veut dire que vous êtes au contact permanent avec ces différents cas, des pathologies du genre aussi. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous dites à propos de ce cas, par exemple? Alors, ce cas est vraiment, on va dire, c'est d'abord triste, mais on en voit très souvent au quotidien, parce que le médecin généraliste, c'est la première barrière. Ça devrait être la première barrière, même comme ce n'est pas toujours le cas dans notre système de santé. Et ici, je pense qu'il s'est aussi posé un problème d'orientation. Parce que on a, les généralistes surtout, on a souvent ce petit péché de garder les malades. Et souvent, ça entraîne autre chose. Qui sait, peut-être si ces patients avaient été référés un peu plus tôt chez les spécialistes, peut-être ils auraient été mieux pris en charge. Bon, maintenant, chez nous, il y a d'autres croyances. Parfois, on va chez le praticien, qui n'est pas toujours la personne la mieux adaptée dans certains cas. Mais ici, je crois que ce cas aussi pose le diagnostic de notre système de santé. Normalement, c'est un cas qui devrait mobiliser, lorsqu'il arrive dans un hôpital, le maximum de médecins pour trouver la meilleure chose à faire. Si la meilleure chose à faire, c'est l'envoyer chez le spécialiste, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Ça veut dire qu'on sait déjà au moins que ce n'est pas à notre niveau. Alors, vous voulez dire qu'il y a eu une certaine négligence chez les médecins à un certain niveau également? Je ne veux pas forcément parler de négligence, mais comment dire, peut-être on n'a pas vite fait d'expliquer déjà la maladie à la famille, que ça peut être plusieurs choses, parce que en médecine, il y a des diagnostics. Lorsque vous recevez certains malades, il faut ce qu'on nous apprend à l'école, il y a ce qu'on appelle le diagnostic de présomption. Lorsque vous voyez, vous pensez d'abord à quelque chose, mais il y a ce qu'on appelle les différentiels, c'est-à-dire on pense à autre chose. Et il faut savoir expliquer tout ça à la famille. Parce que l'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on leur dit, voici, c'est ça, et après, lorsque ça ne marche pas, ils vont ailleurs. Alors que si on leur avait dit, attention, ça peut être ça, mais si c'est pas ça, on peut chercher autre chose. Généralement, ils sont un peu plus patients, et puis lorsqu'on les envoie ailleurs, ils sont plus compréhensifs. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Docteur Alain Patrice Mélidier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vénérologue, dermatologue. Dermatologue avant. Dermatologue, vénérologue. Avant, vénérologue après. Alors, c'est votre domaine apparemment? Pas exclusivement, mais c'est effectivement l'un des domaines que nous partageons avec d'autres spécialités, notamment les cardiologues et une partie de la cardiologie que l'on appelle la phlébologie, c'est-à-dire les spécialistes des maladies vasculaires. Nous partageons ça également éventuellement avec les traumatos et surtout les kinésithérapeutes. Quand on abordera la question
thérapeutique tout à l'heure, on va souligner le rôle des kinésithérapeutes. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on rencontre ce genre de pathologie, le diagnostic que l'on pose, c'est un lymphœdème. C'est ça le terme technique. Le diagnostic, c'est un lymphœdème. Ce n'est pas la même chose qu'un œdème. C'est un lymphœdème que l'on reconnaît parce qu'il y a un gonflement des membres et c'est un gonflement qui dure. Donc, c'est le diagnostic que l'on pose, lymphœdème. Et le médecin fera la différence entre le lymphœdème primitif, c'est-à-dire celui qui apparaît en dehors des circonstances particulières, et le lymphœdème secondaire, qui est provoqué soit par un accident, soit par un traitement médical ou chirurgical, ou par une infection. Ici, c'est probablement, on peut certainement dire que c'est un lymphœdème primitif. Très bien. Alors, c'est une maladie génétique ou alors héréditaire, c'est la question, mais on aura davantage de précisions lorsqu'on aura à faire un examen approfondi, sans doute. Non, à mon avis, on n'a pas besoin d'examen approfondi. Et ce qui est très important dans le témoignage de cette famille, c'est qu'ils ont vu beaucoup de médecins, on a fait beaucoup d'examens et on n'a rien vu. Ça montre bien que l'anomalie n'est pas détectable par les appareils que l'on a. C'est une maladie génétique. C'est une maladie génétique. Et la particularité de cette maladie génétique, comme dans toutes les maladies génétiques, c'est qu'il y a eu une erreur au niveau des chromosomes. Cette erreur, soit elle est spontanée, c'est-à-dire qu'elle se produit au moment du développement de l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est le cas le plus fréquent en général. Alors à ce moment-là, il sera le seul à porter la maladie. Soit c'est une anomalie qui n'est pas spontanée, qui est donc transmise. Et on va se retrouver dans le cas de cette famille où plusieurs membres de la famille portent la maladie. Donc c'est un lymphœdème primitif. Dans certains cas, c'est congénital, c'est-à-dire que l'anomalie est transmise. Et dans d'autres cas, ce n'est pas tout à fait congénital. C'est une anomalie qui apparaît avec le développement de l'enfant. Très bien. Alors, docteur Robson, vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une question de l'environnement. Ces enfants, j'imagine, bon, peut-être ne sont pas nés ici, dans le local que vous avez vu. Lui, par exemple, l'aîné qui est né au village ou qui a grandi au village, a eu les premiers pas de la maladie de ce côté-là. Tout à fait, ça, il a eu ça de ce côté-là. Mais comme on le constate, ils ont parlé de leur oncle, qui a développé la même maladie, mais pas de la même façon. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, au moment où la maladie déclenche, il est peut-être temps de commencer à prendre des mesures pour ralentir la maladie, parce qu'elle est arrivée au niveau où c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que pour reverser ça, ça va prendre du temps. Vous comprenez? C'est une maladie héréditaire, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, avec l'approche orthomoléculaire, on considère toutes les maladies comme des maladies qui sont curables. Parce que une fois que vous vous débarrassez des déchets du corps, que vous équilibrez le corps, vous lui donnez ce qu'il lui faut, le corps va commencer à faire son travail de réparation. Et ces enfants n'ont pas encore ce qu'il leur faut pour faire le travail de réparation dans leur corps. C'est pour ça que la maladie continue à se développer. Donc maintenant, il faut arrêter le processus, essayer de contrôler pour renverser la situation. Mais il faut déjà savoir de quoi il souffre, véritablement. Oui, il faut savoir de quoi il souffre. Sauf que le corps humain, on le connaît, est capable de se réparer. On a des cellules qui se renouvellent tous les jours. On a un corps qui se renouvelle tous les 15 ans. Vous comprenez? Le corps est capable de renouveler, de réparer, si on crée des conditions pour permettre au corps de le faire. Et ces conditions-là, il faut les créer. On se débarrasse d'abord des déchets. Donc il faut une certaine hygiène de vie. Bien sûr, une certaine hygiène de vie, on se débarrasse des déchets. Ensuite, maintenant, on commence à identifier les carences et on les corrige progressivement. Et en corrigeant les carences nutritionnelles, le corps, à un certain moment, va commencer à faire son travail de réparation. Puisque les cellules se renouvellent régulièrement, on va voir qu'à un certain moment, la maladie va être contrôlée naturellement. Et c'est démontré scientifiquement. Ce n'est pas... C'est-à-dire qu'on a plusieurs cas. Il y a des gens qui disent que, par exemple, le diabète ne se soigne pas et tout. On a plusieurs cas, des gens qui ont pu retrouver la santé et qui n'ont juste mis les médicaments aujourd'hui. On a plusieurs cas. Donc, comme je l'ai dit, aucune maladie n'est incurable. Si on donne à ces enfants-là la possibilité de se débarrasser des déchets, qu'on les soumette à une bonne alimentation, qu'on leur donne une sorte de dosage assez élevé de nutriments, vous allez voir, ça va d'abord se ralentir. La maladie ne va plus progresser. Ensuite, avec le temps, il y aura une répercussion. D'accord. Alors, docteur Kwam Franck, vous avez dit qu'il y a peut-être une négligence
les patients peut-être ne savent pas comment être orientés. Peut-être c'est ça le problème aussi. Si ces gens, cette famille avait été orientée dès le départ, on serait certainement situé sur la pathologie qui dérange ces enfants. Oui, bon, on ne peut pas dire que le patient ne savent pas être orienté. Le patient ne s'oriente pas seul. C'est pour ça que des gens sont allés dans les centres de formation sanitaire. C'est pour ça que les gens vont à l'école pour savoir comment orienter les patients. C'est au personnel médical d'être vigilant. D'être vigilant, de faire souvent preuve d'humilité. Parce que ça manque aussi à beaucoup de personnes. Il faut faire preuve d'humilité et dire, bon voilà, il y a un souci. Mais je dois aussi souligner ici, à la suite de l'aîné, que les facteurs environnementaux sont tout aussi importants. Parce que le grand frère Dr Milady a posé le diagnostic, mais on voit que avec son accord, qu'il y a quand même des surinfections. Ça veut dire qu'à côté, il y a probablement de temps en temps des infections qui s'ajoutent dessus et qui n'arrangent pas les choses. Ça va continuer et ça va continuer à aggraver les choses. Malheureusement, à ce stade, la prise en charge doit être multidisciplinaire. Mais il faut attirer l'attention des gens pour dire, le plus tôt on réfère, le mieux c'est. Moi, on m'a appris, vaut mieux avertir 99 fois pour rien qu'une seule fois trop tard. Parce que quand il est trop tard, c'est difficile à rattraper. Alors, la maladie, on parle qu'elle est génétique. C'est Dr Milady qui l'a réglé. Vous êtes biologiste. Quel type de gène peut conduire à cette pathologie? Je dirais, dans un premier temps, que on aurait souhaité savoir si cette mère a eu une fille. À partir de là, si elle a eu une fille et qu'au même âge, la fille n'a pas développé cette maladie, on pourrait à ce moment-là dire, si la fille n'a pas développé la maladie, on va dire que c'est une maladie de transmission chromosomique. Et si la fille a récessive, bien sûr, puisque pour avoir la maladie, il faut que je vais prononcer un mot un peu barbare, que les deux allèles portent le gène altéré ou anormal. Maintenant, ça c'est le cas de transmission récessive. Si la transmission est autosomale, il suffit tout simplement qu'un seul allèle soit atteint et la progéniture, cette progéniture est à la maladie. Bon, d'une manière générale, quand on regarde comme ça, n'ayant pas d'information, on peut dire que ça obéit à l'un ou l'autre des cas de transmission. S'il est chromosomique, ça peut être la transmission mère-enfant et surtout la mère au garçon. C'est le cas également le cas de l'hémophilie. La maladie est transmise de la mère qui est porteuse à l'enfant qui va faire la maladie. Aux garçons, pas aux filles. Parmi ces filles, certaines seront porteuses du gène anormal et le garçon fera seul. Seuls les garçons seront hémophiles. Bon, il y a d'autres maladies également qui vont être transmises de la même manière. Mais alors, si nous prenons le cas qui nous préoccupe, le cas qui nous préoccupe, nous, sur le plan génétique, sans l'avoir recherché, parce qu'il aurait fallu pousser un peu plus loin, contrairement à notre confrère Bermatenon qui dit qu'il n'y avait pas de raison de pousser plus loin. Pousser plus loin même pour la science, pour permettre que le jour où on voit un développement comme ça,
initial, que l'on puisse intervenir rapidement parce qu'on connaît où se situe exactement l'anomalie. Bien sûr, le traitement, si le traitement n'est pas sur le mode génique, on ne peut rien faire. Et comme ce n'est pas des maladies hématologiques, on ne peut pas dire qu'on va éradiquer la moelle et installer les cellules souches. Bon, je suis allé au-delà de ce que je disais. Donc pour ce cas, nous sommes butés tout simplement parce que nous ne savons pas si c'est une transmission autosomale, dominante ou récessive. On ne sait pas si parmi les examens qui ont été faits par cette famille, il figurait... Les examens génétiques. Voilà, par exemple. Donc, la recherche d'un gène anormal. Ou soit une mutation, soit une délétion. Docteur Méledi, il y a que cette famille, on a évoqué le cas de l'environnement. C'est dans un environnement humide, puisque la maman dit que chaque fois qu'il pleut, c'est très grave. C'est en ce moment que la maladie essaie de s'aggraver chez ces enfants. Est-ce qu'il y a un problème d'humidité, par exemple, qui peut également contribuer au développement de cette maladie? Oui, il y a un problème d'humidité, mais de façon indirecte, parce que la famille le décrit très bien. La principale complication de cette maladie, du lymphœdème, c'est ce que l'on appelle les récipètes de jambes. C'est-à-dire que il y a une bactérie qui profite de la mauvaise circulation sanguine pour se greffer sur la peau, pénétrer dans les tissus sous-cutanés et entraîner donc une infection. Donc c'est les récipètes de jambes. Et les enfants décrivent très bien les manifestations de cette récipète de jambes. Ils ont comme de la fièvre, ils ont comme du palu. Et à ce moment-là, la jambe gonfle un peu plus, c'est beaucoup plus douloureux. Ce sont les signes classiques de récipète de jambes. Et les récipètes de jambes est souvent liées à des champignons ou à une mycose entre les orteils. Et les mycoses sont bien entendu beaucoup plus fréquentes en période humide, en saison des pluies. Donc on comprend très bien qu'ils aient des complications saisonnières, en quelque sorte. Alors, ils disent que ça a commencé par les démangeaisons, et après, il y a eu des boutons qui ont laissé couler des liquides, et tout cela a contribué à ce que la maladie se développe. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est un phénomène pour ce cas précis? Oui, moi je pense que c'est... J'ai plutôt l'impression que c'est peut-être un champignon. Ça a commencé peut-être par un champignon, et puis ça s'est développé... pour le petit frère, c'est une blessure qui commence, et là, ça prend les mêmes formes, le même développement en même temps. Oui, ça prend les mêmes formes. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le facteur génétique qui est là. Le gène est dans le corps, il est dans la famille, mais il ne se manifeste pas de manière systématique pour tous les membres de la famille. Vous comprenez? Certains sont peut-être plus prédisposés à développer ce gène-là s'ils se trouvent dans des conditions où ce gène-là trouve, c'est-à-dire des conditions favorables pour se développer. Vous voyez, donc quand je parle plus de facteurs environnementaux ici, vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on a tous des gènes, mais on est dans un environnement où moi je suis prédisposé à développer la maladie. Mais si on n'arrête pas la maladie, on va continuer à se développer. Donc il faut essayer de mettre fin à cela le plus rapidement possible. Ça a duré 5 ans. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce niveau d'enflement. Peut-être qu'il y a 5 ans, si on avait démarré ce qu'il faut comme traitement, mais un traitement approprié, orthomoléculaire, on aurait arrêté cette maladie-là. Le second cas chez le petit frère intervient, je crois, 3-4 ans après. 3-4 ans après, exactement, mais c'est la même chose, c'est la même manifestation, puisque ça prend du temps. Et avant d'arriver à ce niveau-là, ça ne se déclenche pas automatiquement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons il y a plusieurs maladies génétiques qui existent. Ce n'est pas la seule maladie génétique. Mais les maladies génétiques peuvent être contrôlées parce qu'il y a eu des études à travers le monde, des grandes institutions qui ont prouvé que les gènes ne comptent que pour 10%. 10%. L'environnement influence 90%. Les gènes ne comptent que pour 10%. Donc ça veut dire quoi? Si vous contrôlez bien votre environnement, vous n'allez pas avoir des problèmes de ce type de maladie. Il y a des gens qui ont ces gènes. Ils ont le même dysfonctionnement, les mêmes anomalies, mais ne vont pas développer la maladie. Parce que c'est l'influence de l'environnement d'abord. Et surtout de l'environnement. Docteur Com, lorsque vous recevez un cas comme celui-ci, vous voyez un pied qui a une peau sèche, carrément, vous pensez directement à quoi? Vous dites qu'il y a
un diagnostic visuel qui peut également vous permettre d'avoir une idée de ce qui peut en être comme cas. Oui, c'est vrai que lorsqu'on voit un pied comme ça, presque tout le monde vous dira de prime abord c'est un éléphantiasis. D'ailleurs, je crois que c'est le diagnostic qu'on leur a le plus donné. Là où on s'en veut, c'est de n'avoir pensé qu'à ça, en fait. Est-ce que si on pense à l'éléphantiasis, est-ce qu'on ne peut pas penser à autre chose? Il faut aller un peu... La mère a évoqué le cas des filaires avancées, quelque chose comme ça. Oui, puisque l'éléphantiasis, en fait, ça vient c'est dû à des filets. Donc, maintenant, l'éléphantiasis, lorsqu'on pose un diagnostic d'éléphantiasis, c'est pas aussi facile. Parce qu'il faut quand même être dans une zone où les gens font de l'éléphantiasis pour dire qu'il y a de l'éléphantiasis. Est-ce qu'ils sont dans une zone où il y a plusieurs cas d'éléphantiasis? Est-ce qu'il y a plusieurs cas de filets dans la zone où ils sont? Et je crois que le cas du second du cadet devait un peu plus interpeller, parce que si on voit l'écart d'âge entre les deux et le moment entre le déclenchement des symptômes des deux, ils font la maladie presque au même âge. C'est presque au même âge, donc ça doit nous amener à réfléchir. Ils font la maladie presque au même âge et presque dans les mêmes conditions et presque de la même façon. Et ici, il doit y avoir un facteur déclenchant qui est probablement une infection. Donc c'est là où l'environnement, comme le disait, est important. Le facteur déclenchant, c'est l'infection. Alors il y a des mycoses, c'est vrai, mais généralement les mycoses permettent juste aux bactéries de passer. Les mycoses créent la brèche et puis la bactérie passe pour faire l'infection en dessous. Donc il faut, devant ce genre de cas, être un peu plus regardant, fouiller un peu plus, ne pas juste penser à l'éléphantiasis, mais se dire qu'il y a plusieurs autres diagnostics il faudra savoir évoquer et rechercher, bien sûr. Docteur Tagu, il n'y a que tout est parti en fait pour le cadet, c'est que c'est une blessure d'abord, et qui se cicatrise parce qu'elle est traitée. Un an après, elle revient, 3 ans successivement, c'est la même chose. Comment comprendre le phénomène? Bon, je crois que Mingi a expliqué un peu, mais on ne s'arrête pas au niveau des mycoses. Parce que ce qui fait les résipelles, ce n'est pas les mycoses, ce sont des streptocoques bêta-hémolytiques qui font les résipelles. De même que les résipelles, le terrain est très propice pour que les résipelles puissent évoluer, et c'est ça qui caractérise les douleurs que les enfants ont à des intervalles qui, on dirait réguliers, puisque ça intervient seulement en saison de pluie. Et c'est au cours de cette saison de pluie que l'humidité ambiante et les brèches créées par, comme il le dit tout à l'heure, les brèches créées par les mycoses, au fur et à mesure que ça progresse, la bactérie, le streptocoque, qui, dans un certain environnement, peut être incommensal, tout simplement. Mais dès qu'il va franchir la barrière dermique, il va être très virulent. Et la douleur est due, en fait, à cette multiplication bactérienne et à l'inflammation qui est créée. Cette inflammation va donc être le long de la jambe qui est prise par cette maladie. Donc, vraiment, il n'y a pas de surprise là-dessus. Le développement est tout à fait normal. Et comme on le disait tout à l'heure, si ces enfants étaient pris en charge à temps et en sachant que c'est effectivement une maladie héréditaire, les choses auraient évolué différemment. Nous sommes persuadés, parce qu'on aurait limité leur souffrance et leur permettre d'avoir une vie un peu décente. Si les pieds étaient moins gros, ils peuvent aller à l'école en mettant un pantalon un peu plus large, comme du temps
de James Brown, avec les... Comment on appelle encore l'HCF, je ne me rappelle plus. Pattes d'éléphant. Avec les pattes d'éléphant, il devrait aller à l'école sans problème. Mais à ce moment-là, la grosseur n'aurait pas été celle-ci. Et ils auraient fréquenté sans perdre du temps. Et ce sont des enfants comme ça qui ont certaines anomalies chromosomiques, qui sont très intelligents parce que ils compensent le manque de l'autre côté par l'excellence de l'un. Aujourd'hui, coincé, il est impossible d'aller à l'école. Oui. Peut-être que ça, c'est notre faute, parce que je voudrais ajouter quelque chose. Les praticiens ont la solution à tout. Il faudrait que nous cessons de leur donner cette possibilité-là. Tout, on soigne. Tout. N'est-ce pas, nous avons sur certains médias des gens qui passent la journée à dire qu'ils soignent toutes les maladies. Ils sont là. Ces cités, ils sont là. Ainsi de suite. Donc il faudrait que nous ne leur accordons plus cette facilité, cette publicité. Et si nous étions dans un autre pays, on devrait les arrêter pour avoir menti. Mais oui, puisqu'ils mentent sur les antennes à longueur de journée. Docteur Mélédier, c'est vrai que c'était la première idée de cette maman. Lorsque son enfant arrive avec un cas, il faut directement aller voir un tradipraticien. C'est pour soupçonner quoi? Que c'est une maladie mystique ou je comprends, ou alors simplement parce qu'on n'a pas eu cette culture, on n'a pas trop cette culture d'aller à l'hôpital, ou alors c'est un manque de moyens financiers. Je comprends un peu l'attitude de la maman, vu l'environnement dans lequel on évolue, qui est un environnement où dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à recourir à des explications qui ne sont pas très rationnelles, parce qu'en Afrique, il faut absolument qu'on explique. On n'est pas... C'est pas comme chez les Blancs où ils peuvent se contenter de ne pas expliquer. Ils reconnaissent que leur cerveau est incapable d'éclairer la situation, donc ils démissionnent. Mais en Afrique, il faut absolument qu'on explique les choses. Mais avant de continuer la réponse, j'aimerais insister sur deux ou trois petites choses. La première des choses, c'est que pour nous, le diagnostic est clair. C'est un lymphœdème. Première chose. La deuxième chose qui est claire pour nous, c'est que c'est un lymphœdème génétique. C'est un lymphœdème génétique parce qu'il apparaît chez les enfants. À la différence des autres lymphœdèmes qui peuvent apparaître chez les adultes, c'est un lymphœdème qui apparaît chez l'enfant. La petite surprise ici, c'est que ça touche des garçons, parce que habituellement, dans la plupart des études, ça touche essentiellement les filles. Ce sont surtout les filles qui sont atteintes de cette maladie génétique. Donc la petite particularité ici, c'est que ça touche les garçons, ce qui montre que probablement qu'il y a des études génétiques à faire. Mais pour ce cas précis, les études qui peuvent être menées seront intéressantes pour comprendre, seront intéressantes pour la prévention, pour qu'il n'y ait pas éventuellement un autre enfant qui naisse avec le même genre de problème. Mais elles ne seront pas tout à fait contributives pour traiter ces enfants. Pour traiter ces enfants, il faut passer par une autre stratégie. Les études génétiques ne seront pas vraiment utiles. Elles seront utiles pour des raisons livresques. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, on est dans un environnement effectivement où les traditiens, les marabouts jouent encore un rôle social très important. Je crois qu'on ne doit pas les combattre, on doit essayer plutôt de collaborer avec les tradipraticiens ou les marabouts pour que justement ils jouent un rôle beaucoup plus bénéfique, pour qu'ils permettent à la société d'avancer. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils ont un cas, qu'ils le refaient, qu'ils vous les envoient? Je pense, oui, qu'ils fassent preuve d'humilité, comme a dit mon collègue, et qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas capables de traiter ça et qu'ils envoient ça à l'autre partie de la médecine. Je ne dis pas que leur médecine est une médecine absolument impuissante, mais je dis que dans beaucoup des cas, la médecine que nous pratiquons a fait ses preuves. Donc, qu'ils nous envoient ces malades-là. Oui, mais on voit bien que cette maladie essaie d'évoluer. Parce que jusqu'au niveau des cuisses, qui ont pris du volume également, ça veut dire que c'est une progression de cette pathologie chez ces différents enfants. Oui, elle évolue parce que ces enfants n'ont jamais reçu de traitement approprié. Ils n'ont jamais reçu de traitement approprié.
de mon point de vue à moi, de toute façon, de mon point de vue à moi, je vais peut-être m'opposer au grand frère, mais de mon point de vue à moi, ce n'est pas une maladie curable. Ce n'est pas une maladie curable, mais on a quand même des solutions, notamment pour ralentir la progression, notamment pour soulager les patients, pour leur donner un confort de vie. Mais ces solutions-là sont des solutions définitives, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution pour laquelle il va adopter et puis le problème sera réglé définitivement. Non, c'est pour ça qu'on parle de maladies qui ne sont pas tout à fait curables. Donc il y a des solutions dont ils n'ont pas bénéficié et on comprend très bien que la maladie continue d'évoluer justement parce qu'ils n'en bénéficient pas. Docteur Kwam, est-ce que ce n'est pas également un problème au niveau des consultations prénatales aussi? On peut déjà détecter le cas? Non. Lorsqu'une femme est enceinte, ces enfants sont bien nés, ils ont grandi, ils ont fait toute leur maternelle, je crois que c'est cours élémentaire, cours moyen que la maladie a commencé à se manifester. Ce genre de cas, vraiment, vous ne les détecterez pas. Généralement, ce qu'on détecte à l'échographie se voit à la naissance. C'est l'échographie, en fait, on met la sonde et puis on voit les enfants directement. Donc ce qu'on détecte à l'échographie, vous le voyez directement à la naissance. Vous n'avez pas besoin d'attendre plusieurs années. Ce qui se développe plusieurs années après, vraiment, c'est dans les gènes, donc c'est génétique. Et puis ça prend du temps pour se manifester. Donc il faut bien faire ces consultations prénatales, ça c'est très important. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas détecter en consultation prénatale malheureusement. Oui, docteur Hobson, on comprend qu'il y a un problème environnemental, il y a un problème de consommation des aliments qui peuvent nous empêcher d'attraper des pathologies, mais comment vivre tout cela alors qu'on est dans un environnement aussi un peu compliqué? Quand je dis, vous comprenez bien, il y a un problème de finance, c'est pas tout le monde qui a la possibilité, et on voit bien que ces pathologies touchent beaucoup plus des familles moins nanties. Tout à fait, ça touche les familles moins nanties parce que, bon, ces familles n'ont pas les moyens qu'il faut pour avoir une bonne hygiène alimentaire, pour essayer de pallier aux différents risques de santé. Parce que si vous n'avez pas les moyens, vous vivez dans un environnement qui est malsain et vous n'avez même pas les moyens pour donner ce qu'il faut. C'est-à-dire que le minimum qu'il faut aux enfants, il est évident que au-delà de cette maladie, il y a d'autres maladies qui seront des maladies opportunistes et ils vont souffrir ces maladies-là. Pour revenir à ce qu'il disait, je suis tout à fait d'accord parce que au point où la maladie se trouve aujourd'hui, c'est tellement avancé que ça va prendre des années. Vous comprenez? Ça va prendre des années pour reverser la situation, mais on peut contrôler cette maladie. On peut arrêter son progrès. On peut arrêter son progrès avec un traitement. Vous comprenez? On peut ramener ces enfants à ce qu'ils étaient. Parce que quand même 5 ans, ça prend 5 ans et ça va prendre peut-être quelques années pour qu'ils retrouvent la santé. Mais une fois encore, j'ai dit, c'est une maladie curable. C'est une maladie curable, ça va prendre du temps. Ok? Ça va prendre du temps. Ça ne va pas prendre un jour, ça ne va pas prendre 10 semaines, ça va prendre peut-être 2 ans, 3 ans, pourquoi pas. Mais c'est une maladie curable. Elle n'est pas incurable. Vous estimez qu'elle est curable? Elle est curable. Alors, vous dites que c'est incurable? Oui. Stabilisé. Vous dites que c'est stabilisé. Non, le point de départ, en fait, parce que c'est peut-être par cela qu'il fallait commencer la définition du problème ou la description du problème. Le point de départ, c'est une malformation des vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Parce que vous avez deux types de canaux qui transportent les principaux liquides du corps. Vous avez les vaisseaux sanguins qui transportent le sang et vous avez les vaisseaux lymphatiques qui transportent la lymphe. Alors le point de départ, c'est les malformations des vaisseaux lymphatiques qui sont désormais incapables de bien drainer la lymphe vers le haut. D'autant plus que il faut combattre ce qu'on appelle la force de gravitation. Donc ils sont incapables de bien drainer. C'est une malformation de ces vaisseaux. On est mal formé, il n'y a pas quelque chose que l'on va pouvoir réparer là-dedans. Donc tout ce que l'on peut faire maintenant, entre parenthèses, c'est essayer de renforcer ces vaisseaux, d'essayer de suppléer à l'activité de ces vaisseaux, d'aider à ces vaisseaux à transporter le sang vers le haut. Mais les réparer, non, les changer, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. De toutes les façons, on a un peu un problème similaire dans une autre maladie que l'on appelle l'insuffisance veineuse, qui est parfois traitée par la chirurgie. C'est-à-dire qu'on coupe le segment de la veine qui est malade pour en mettre un autre. Dans presque 98% des cas, la maladie récidive. Ça montre bien que quand on a des malformations, c'est difficile à réparer.
Alors, docteur, dites-nous, est-ce que ces pathologies, en tout cas, sont fréquentes chez nous? Non, c'est des maladies rares. C'est des maladies rares ailleurs, comme chez nous. C'est des maladies rares et la situation présente où plusieurs membres de la famille sont atteints, c'est encore beaucoup plus rare. La précision que j'aimerais apporter, c'est que on voit les cas caricaturaux se rencontrent dans les familles démunies, justement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Mais en réalité, je pense que si on devait faire une étude, ça touche de façon presque égale les familles aisées comme les familles démunies. Moi, j'ai des cas dans ma patientèle de jeunes filles, surtout parce que je n'ai vu que des jeunes filles qui étaient atteintes de ce genre de cas. Des cas de jeunes filles qui sont issues de familles bien nanties. Bien nanties. Je n'ai pas eu que des patients issus de familles qui sont démunies. Mais une chose est certaine, c'est des maladies rares. Ailleurs comme ici, c'est rare. Docteur, je peux dire quelque chose. Oui. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il s'agit ici de choix thérapeutiques, de l'itinéraire thérapeutique de maladie. C'est-à-dire qu'on peut être riche et faire des mauvais choix thérapeutiques. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a forcément les meilleures solutions pour soigner les maladies. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on comprend que, on a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, la médecine allopathique a fait ses preuves, mais elle a également des limites. Vous comprenez? Il y a des maladies que la médecine allopathique ne peut pas soigner aujourd'hui. Et on doit le reconnaître. On doit savoir qu'on a essayé. Moi, je travaille avec beaucoup de médecins, qui font de la médecine allopathique. Quand ils traitent leurs malades, ils arrivent à un niveau, ils se rendent compte que ça ne marche plus, ils les réfèrent à moi. Vous comprenez? Je traite des médecins, je les traite. Vous comprenez aujourd'hui? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut être riche et faire des mauvais choix. Il y a des riches qui meurent de manière prématurée. Ils vont dans les hôpitaux, ils font des mauvais choix, ils meurent comme des pauvres. Donc ce n'est pas un problème de qualité ou alors de niveau de vie sociale. Si on fait des mauvais choix sur le plan de l'itinéraire thérapeutique, on va périr. Donc c'est aussi simple que ça. Moi je pense, et je peux le dire, je peux vous fournir les documents, parce que moi j'ai passé toute ma vie à faire la recherche sur la science de la longévité. Et aujourd'hui c'est démontré, ce n'est pas le hasard, c'est démontré que toutes les maladies peuvent être curables. Est-ce que si on vient chez vous avec ces cas, vous trouverez des solutions, quelle que soit la durée? Non, ça va prendre le temps, comme je vous ai dit. Ça a pris 5 ans quand même pour avoir cet enflement. Ça prend du temps. Mais on peut déjà arrêter le progrès de la maladie. On peut l'arrêter au bout de quelques mois. Après, on va essayer de renverser la situation. On peut le faire de manière, en utilisant l'approche orthomoléculaire, parce qu'on a plusieurs techniques qu'on utilise ici pour soigner des cas comme ça. Moi, je vous dis, on a plusieurs cas. On a le cas de Parkinson. J'ai des gens aujourd'hui qui ont le Parkinson disease qu'on a traité. On a dit c'est une maladie génétique. On les traite. Ils retrouvent, on ralentit le processus, on le renverse même. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas particulier, c'est une maladie génétique. On peut faire quelque chose là-dessus. Je ne dis pas que ça va se faire, parce que c'est assez avancé quand même. C'est assez avancé. Si ces enfants-là, on me les donnait il y a 5 ans, je pense qu'ils n'auraient pas atteint ce niveau-là. Peut-être qu'ils seraient en train de vivre une vie normale aujourd'hui. C'est pas tard quand même. Non, ce n'est pas tard. C'est pour ça que je le dis. Maintenant, ce n'est pas tard. Il y a un autre problème ici, c'est qu'il y a un traumatisme psychosomatique ici. Ces enfants sont vraiment traumatisés. Et ça affecte également la maladie. Ça aggrave la maladie. Vous comprenez un peu? Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Mais ça ne veut pas dire que sur le plan, c'est-à-dire que purement thérapeutique, on ne peut pas faire quelque chose. On peut le faire. Ça va prendre du temps parce que c'est assez avancé. On va prendre le temps, même au niveau des vaisseaux lymphatiques. Ça c'est le système immunitaire qui est fragilisé. Il faut le renforcer pour renforcer le système immunitaire et il fait son travail. C'est aussi simple que ça. C'est la médecine, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la médecine, les 10, 20 dernières années, dont les médecins allopathiques ne sont pas au courant. Il y a des choses qui se passent. il faut que certains de nos frères qui ont fait la médecine allopathique fassent la mise à jour de leurs connaissances et qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui les échappent. Et à un certain moment, ils doivent travailler avec ceux qui... Moi, je fais la médecine orthomoléculaire. J'ai été formé par Linus Pauling. C'est le seul individu à avoir reçu 2 prix Nobel dans le monde. Je travaillais dans le laboratoire de Dr. Craig Venter, qui a fait le séquençage du génome humain. Je ne suis pas là pour me vanter. Je dis, on a aujourd'hui suffisamment d'informations pour prouver que presque toutes les maladies sont curables.
Très bien. Nous avons dans des cas rares comme ceci, certainement qu'avec votre concours, nous aurons sans doute des solutions à ces différentes pathologies. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je disais que c'est très probable qu'il puisse concourir à la stabilisation rapide et progressivement qu'il y ait une dévolution de cette maladie. On ne dit pas qu'il aura à modifier les gènes, parce que pour l'instant, les pathologies géniques qu'on peut utiliser la thérapie génique n'ont pas encore trouvé de solution, aussi bien au niveau du diabète, puisqu'il y a un progrès en recherche sur la thérapie génique pour le diabète, en installant des cellules au niveau du pancréas, c'est le traitement génique. On espère que avec son expérience, nos malades qui souffrent. Dans vos multiples analyses, par exemple, moi j'ai hâte d'écouter tout à l'heure les solutions que le docteur Hobson propose dans ce cas de lymphœdème. J'ai hâte d'écouter ça. Et je suis également de son avis à dire que le système lymphatique étant lié au système immunitaire, étroitement lié au système immunitaire, des solutions peuvent être trouvées à ce niveau pour pouvoir aider la lymphe à remonter, puisque pour l'instant il y a une paresse à remonter dans le système lymphatique. Et ce sera ça, la consolidation des veines lymphatiques. Et ça prendra du temps. Ça va prendre du temps, ça ne va pas, c'est pas en un jour que on peut consolider une veine. Consolider, ce n'est pas le raidir, non. C'est lui donner la flexibilité de pouvoir exécuter les mouvements de renfoulement. N'est-ce pas Tout à fait. Nous sommes parfaitement d'accord. Vous avez hâte d'écouter la solution? Oui, je suis pressé d'écouter les solutions de Dr Hobson. Et je proposerai les nôtres à côté des siennes. Tout à fait. Ouais. Alors donc justement, nous allons peut-être aborder les solutions tout à l'heure, mais le temps de dire qu'il y a quand même en dehors ou alors à côté de ces pathologies que la pathologie qui est évoquée ce soir, il y a plusieurs autres pathologies du genre qui aujourd'hui déciment ou alors occupent beaucoup plus les familles, et on observe que ce sont plus des familles presque pauvres carrément. Et là, il faut davantage trouver des solutions. On peut également, vous n'êtes certainement pas un fonctionnaire, je vous aurais posé la question, parce que le gouvernement devrait également se battre pour apporter des solutions. La même attention qu'on accorde par exemple au VIH/SIDA, on devrait également l'accorder aux pathologies du genre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que la maladie coûte cher ici. Hein, et ça coûte cher d'autant plus pour les familles démunies que ça coûte cher pour ceux qui sont privilégiés. Nous, ce que nous faisons, malheureusement, hein, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Moi, j'ai fait des traitements qui coûtent quand même de l'argent. Ouais, mais ça produit des résultats. Parce que nous faisons une combinaison de plusieurs choses à la fois. Vous comprenez, ça prend des moyens. Parce que pour des cas comme ça, là, il faut vraiment saturer le corps de ces enfants-là, essayer de renverser la situation, renforcer le système immunitaire, hein, faire le nettoyage qu'il faut, commencer à corriger les carences, plusieurs carences, ils en ont plusieurs. Et une fois qu'ils ont suffisamment de nutriments pour permettre au corps de faire son travail, je vous le dis, vous allez voir ces enfants-là, au bout de quelques semaines, en train d'avoir un peu plus de joie dans leur cœur. Et progressivement, ça va changer. Je ne dis pas que ça va se faire en un mois, parce que c'est quand même suffisamment avancé, mais ça va changer. Docteur, ça va s'améliorer. Vous avez certainement une proposition de solution à cette pathologie. Non, écoute, nous faisons de la médecine conventionnelle. Je crois que le grand frère docteur Benedier dira suffisamment. Mais ici, ce que je faut noter, c'est que ce n'est pas un médecin qui peut prendre en charge ces patients. C'est au moins 2-3 médecins associés qui vont prendre en charge ce type
de pathologie. Au début, un médecin peut se débrouiller, mais lorsque ça arrive à ce niveau, il faut quand même un collège de médecins et pourquoi pas de la médecine qui ne sont pas allopathiques. Donc, on va quand même penser qu'il y a aussi des solutions qu'il faut apporter à ces différents cas, des maladies rares quand même, un peu comme ce que nous avons ce soir. Oui, certainement. Il y a des solutions à plusieurs étages. Il y a les solutions publiques. C'est un peu le rôle du gouvernement ou des organisations non gouvernementales. Et il y a les solutions individuelles, c'est le rôle des médecins. Et je ne sais pas si c'est le moment où vous me donnez la parole pour proposer nos solutions. Vous ne voulez pas dévoiler vos solutions avant Donc on va écouter les scènes d'abord. Il ne faut pas qu'il proposer ces solutions. Parce que les solutions n'ont rien à voir avec la médecine allopathique. Rien à voir. Rien à voir avec la médecine allopathique. Non, ce qu'on fait, la première étape dans ces situations-là, comme je l'ai dit, on tombe malade que pour 2 raisons. Et c'est connu scientifiquement. Ce n'est pas une invention. 2 raisons. On a adressé les 2 raisons là. On tombe malade pendant... Dans le cas pratique, comme je l'ai dit, il y a un déclencheur environnemental. Ok. Donc, ce qu'il faut faire suffisamment un nettoyage, une désintox de ces enfants-là. Ensuite, il faut créer des conditions pour combler leurs carences et leur imposer une hygiène alimentaire saine. Vous comprenez? Une fois qu'on crée ces conditions-là, également au niveau prophylactique, on doit regarder dans quelles conditions ils vivent, ainsi de suite. Donc, ça va être un peu difficile parce que, je ne sais pas, il faudra que le cadre dans lequel ils sont soit un peu amélioré. Ouais, un peu. Il faut commencer par là. Oui, il faut commencer par là, l'environnement. Donc, on ne va pas négliger cette partie-là. Mais une fois que c'est fait, je vous le dis, au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, d'abord, on va arrêter le progrès de la maladie, on va arrêter son progrès. Et ensuite, maintenant, on va étape par étape. Et avec le temps, je vous dis, ils vont peut-être pas retrouver les petits pieds en 1 an, peut-être, ça peut être 1 an, 2, ça dépend. Vous savez, mais au moins, on saura qu'ils sont, parce que là, c'est censé s'aggraver et ça risque de créer des complications très, 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 très sérieuses au niveau cardiovasculaire, au niveau peut-être rénal, ça peut créer beaucoup de problèmes. Il vaut mieux arrêter ça en ce moment, essayer de contrôler ça et leur donner une vie normale, hein, même s'ils ne sont pas encore normaux au niveau physique. Donc on leur donne une vie normale et qu'on les rassure, parce que je sais qu'il y a un traumatisme psychosomatique qui se pose également. Ils ont dit là, ils ne peuvent pas voir, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas ceci. Quand vous avez le stress peut influencer la maladie, aggraver la maladie. Donc il faut contrôler ça également. Hein. Donc une fois qu'on le fait, je pense que les enfants là vont dire merci à regard social. Docteur Mélédier, oui. vous êtes... je peux proposer nos solutions pratiques et concrètes. Bien sûr. Classique d'ailleurs. Oui. Très sérieusement, ça se passe en 2 volets. Le premier volet, il faut traiter le problème que l'on a en face de nous. Il faut donc traiter le lymphodème en lui-même. Et ça va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, les mesures d'hygiène. Elles sont très importantes. Il faut bien faire la toilette des pieds et des jambes. Il faut bien hydrater les pieds. Il faut avoir une certaine... des exercices physiques particuliers. Il faut avoir des exercices physiques particuliers qui contribuent à renforcer la force des vaisseaux lymphatiques. Donc les mesures d'hygiène sont très importantes et là-dedans il faut inclure la réduction du poids. Il ne faut absolument pas que ces enfants-là prennent du poids parce que plus ils prendront du poids, plus la maladie va s'aggraver. Donc c'est le premier pilier. Dans ces conditions, ils ne pourront pas prendre puisqu'ils arrivent ils mangent à peine. Donc, oui, mais ils vont grandir. Ils vont grandir. Ils vont grandir avec la maladie. Oui, c'est ça. En plus, ils n'ont pas beaucoup d'activité physique. Ils n'ont pas beaucoup d'activité physique. Donc en grandissant, ils vont prendre du poids. Et donc ça risque d'aggraver la maladie. Le deuxième pilier, c'est ce que nous appelons un peu, on appelle en termes techniques la physiothérapie, la kinésithérapie en quelque sorte, qui va consister donc à favoriser le retour de la lymphe du bas vers le haut. Donc ça se fait par des masseurs kinésithérapeutes spéciaux
qui ont la compétence pour cela, qui ont la formation pour cela. Ça consiste à exercer une sorte de pression de proche en proche pour repousser la lymphe vers le haut où elle va être évacuée vers le petit bassin. Donc c'est très important, c'est la kinésithérapie. Et le troisième pilier, c'est la compression. Il faut qu'on serre. Il faut qu'on serre au maximum pour que le sang puisse remonter vers le haut. Ça se fait donc avec des bandages spéciaux. Il y a des termes techniques, bandage multicouche, bandage une seule couche, associé éventuellement à des chaussettes de compression médicale. Ça, c'est pour le traitement de la maladie en elle-même, de lymphœdème. Ce qui est très important à côté du traitement de lymphœdème, c'est de prévenir les complications du lymphœdème. Et la principale complication de lymphœdème, c'est l'erysipelas, c'est-à-dire l'infection des tissus sous-cutanés, que les enfants décrivent très bien, cette famille-là décrit très bien, et dont ils ont eu plusieurs épisodes. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de leur donner des médicaments quasiment à vie, soit des injections, soit des comprimés à prendre tous les jours, soit des injections à faire toutes les 3 semaines pour éviter les épisodes d'érysipèle. Parce qu'à chaque épisode d'érysipèle, ils abîment encore les vaisseaux lymphatiques et donc ils aggravent davantage la maladie. Il faut prévenir aussi ce qu'on appelle les complications rhumatologiques parce que les articulations vont souffrir du fait de cette masse importante. Les articulations vont souffrir, la kinésithérapie intervient là encore et puis prévenir ce que je peux appeler les complications psychologiques et sociales. Et là, je rejoins le docteur Hobson. il faut les prévenir et il faut les prévenir probablement en leur apprenant à avoir quand même une certaine estime de soi. Parce qu'au niveau où ils sont, l'estime de soi est très basse chez eux. Voilà les solutions pratiques que la médecine mais ils ont également dit, à côté de la maladie, il y a que chaque fois ils sont frappés par la fièvre, le paludisme aussi. Oui, c'est ainsi qu'ils présentent ces complications, la principale complication qu'on appelle l'érysipèle. En réalité, c'est l'érysipèle qui décrivent. Et eux, ils perçoivent ça comme la fièvre, comme un accès palustre, alors qu'en réalité, c'est un érysipèle qu'ils sont en train de faire. Alors, docteur Tagu, il faut quand même passer ou procéder par une bonne dose, une batterie d'examens. Vous êtes biologiste. Quel type d'examen on peut avoir, on peut faire pour pouvoir... En réalité, les examens effectués à ce moment-là sont tout de même un peu difficiles au niveau de la zone, parce que c'est l'infection d'érysipèle est focalisée dans la partie qui est dans le lymphodème ou lymphodème. Et l'analyse ne serait possible que lors du pic thermique. Parce que quand ils disent qu'ils ont le palu ou la fièvre, c'est à ce moment-là, parce que la décharge, après développement local, les bactéries sont déchargées dans la veine et ont été transportées dans l'organisme, dans leur organisme. C'est à ce moment-là qu'ils ont donc la température. Il y a une batterie d'examen qu'on peut faire à ce moment-là, et particulièrement à ce moment-là, et pour pouvoir poser le diagnostic de cette bactérie que j'ai appelée tout à l'heure le streptocoque bêta-hémolytique. Donc le traitement est classique. Le dermatologue n'aura pas de difficulté à pouvoir maîtriser le traitement. Bon, maintenant, pour des raisons de prévention, après la fin de l'épisode, moi je ne préconise pas un traitement à vie par les antibiotiques. Il faudrait donner à titre préventif à des intervalles précis des traitements, mais pas de manière permanente. Parce que de manière permanente, on va se retrouver avec un autre problème qui va être créé, la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et à partir de là, s'il y a résistance, on va passer aux antibiotiques les plus performants, on va dire, dans le jargon populaire. Et au fur et à mesure que l'on va continuer comme ça, il y aura à un moment donné où on n'aura plus d'antibiotiques
qui va permettre de soigner, d'éliminer les bactéries. On va procéder aux associations, et lorsque les associations vont perdurer, il n'y aura plus du tout de moyens thérapeutiques utilisant des antibiotiques pour pouvoir les traiter. Alors, je voudrais vous inviter à prendre certainement des... Je ne vous oblige pas, mais vous inviter à prendre des engagements. Il y a quand même... Nous avons des cas sous la main. Est-ce que vous serez capable de donner un coup de pouce à ces enfants pour des éventuelles solutions? C'est à tout le monde, en tout cas. Vous êtes tous des médecins. Oui, comme si je peux me permettre de prendre la parole en premier, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est de notre côté, nous estimons que c'est une approche effectivement multidisciplinaire. Plusieurs praticiens sont concernés, plusieurs praticiens sont interpellés. Il n'y a pas que le dermatologue, il n'y a pas que le phlébologue, il n'y a pas que le kinésithérapeute, il n'y a pas que le chirurgien orthopédiste. Plusieurs sont interpellés et c'est une équipe qui doit manager cela. Et en ce qui me concerne, je suis prêt à jouer ma partition de façon bénévole et gratuite à l'hôpital général de Douala. Voilà, c'est déjà une belle proposition pour ces enfants. Et tout partira sûrement des examens à faire, docteur. Oui, je dirais que je pourrais éventuellement, et suivant... Vous avez déjà l'habitude de le faire, ça? Oui, je l'ai déjà fait plus d'une fois, et je pourrais le faire s'il y a des examens, s'il y a une batterie d'examens à faire pour ces enfants. Je m'y prêterai gracieusement. Docteur Robson, il y a des propositions, je voudrais dire, il y a de l'aide qui est demandée par ces enfants qui souhaitent retrouver quand même le sourire, marcher aussi comme les jeunes de leur âge, jouer aussi, ou aller à l'école, c'est leur souhait. Vous avez de l'aide à leur proposer? Moi, je peux apporter peut-être mon expertise sur le plan de la correction des carences alimentaires et carences nutritionnelles dont ils souffrent. C'est ce que je peux apporter parce que le traitement que nous faisons est assez coûteux. On importe les médicaments, parfois les complémentaires des États-Unis, ça nous coûte cher, ça coûte énormément cher. C'est pour ça que nous ne pouvons pas traiter tout le monde. Voyez, donc s'il y a une contribution, je pense que je pourrais apporter ma contribution, mais elle va être limitée parce que à cause des coûts assez élevés des produits qu'on met à la disposition de nos patients. Alors, docteur Kwam Franck, vous êtes généraliste, médecin généraliste, vous allez sûrement peut-être dire un ou deux mots avant de sortir, parce que nous allons passer à autre chose. Moi, ma contribution, je crois qu'on va rester en contact. Et puis, s'il y a des choses à faire de manière spécifique à mon niveau, je crois qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Il y aura des médicaments qu'il faudra apporter à un moment peut-être. Il y aura en fonction de ce dont les enfants auront besoin, on va intervenir. Et puis, je leur apporte une consultation médicale pour les autres pathologies de façon gratuite. Vous savez où me trouver dès qu'ils en ont besoin, quoi. À la Fondation Camerounaise du Cœur. Oui, avec leur mère aussi, c'est en passant. Donc, consultation gratuite pour eux tous. Très bien. Alors, vous comprenez bien qu'il y a des propositions, je voudrais dire, des aides qui ont commencé sur ce plateau. Vous également, vous qui êtes à la maison, et vous qui suivez ce programme, comme d'habitude, vous aurez donc à faire un geste aussi pour aider ces enfants qui n'ont pas souhaité avoir cette maladie, mais simplement, ça peut arriver et ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Merci à vous, docteur Robson Charles. Je rappelle que vous êtes médecin et orthomoléculaire. Je préfère le dire comme ça pour mieux prononcer. Orthomoléculaire. Voilà, merci. Alors, docteur Tagu Jean-Pierre, vous êtes pharmacien biologiste. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je vais me mettre avec lui de manière que lorsqu'il va donner sa contribution pour ses actes, puisque c'est à ce moment-là qu'il peut décider que tel bilan pourra être fait et il va me les référer pour ces bilans.
d'évaluation ou de suivi. Très bien. Docteur Kwame Franck, merci. Vous êtes médecin généraliste. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Docteur Alain Patrice Mélédier, merci aussi. Vous êtes dermatologue vénérologue. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette maladie. Voilà. Alors, à vous également, merci, parce que nous allons marquer une pause qui nous permet de découvrir également notre cas social. Comme vous le savez, il y a toujours des cas, en dehors à côté de ce qu'on a évoqué sur ce plateau, il y a bien le cas social qui est dans celui de Romy. Il souffre d'une malformation congénitale. Juste après, nous allons recevoir Irène Tembe sur ce plateau pour avoir le point sur la situation financière des différents cas évoqués. A tout de suite. De nombreux enfants naissent avec les mêmes pathologies. Ce garçon de 8 ans, inséparable de sa mère, représente une préoccupation pour sa famille. Par souci de protection, nous passons outre l'image de son visage pour préserver son intimité. C'est à l'âge de 3 mois que ses parents font la découverte de ce mal. Je suis conduite sur une maman. C'est elle, avant de nettoyer l'enfant, qui a constaté cette mal-là. Et elle m'a dit donc que soit donc précise. Je cours à l'hôpital avec parce que c'est pas bon. C'est là où je me suis rendue donc à la fondation Chantal Bia. Là où j'arrive là-bas, on fait l'échographie. On dit que non, il a tous ses côtes. Normalement, il va passer par des opérations. La fondation maintenant m'envoie à Sankral. Sankral, le gynéco n'était pas dans la ville. Je me suis donc rendue à gynéco. Gynéco, M. Sanjon, m'a dit qu'il était un peu occupé. Il m'a envoyé à Djongolo chez M. Boum Oyono. Là, je suis allée chez M. Boum Oyono. M. Boum Oyono m'a fait comprendre que l'enfant, fait à mesure que l'enfant va développer, qu'on va voir son mal. En ce temps, il y avait certaines personnes qui quittaient de l'Europe pour la ville. Donc, on a donc transféré l'enfant en disant qu'on pouvait trouver peut-être bon chemin là-bas. Les blancs qui viennent souvent pour les simples opérations. C'est là où on nous a envoyé à Petit Bangwa à Yaoundé. Pour le constat, on est parti là, donc on s'est fait enregistrer. On nous a envoyé au grand Bangwa du village. Au grand Bangwa, on a raconté ces personnages. Ils ont donc dit que non, ce n'est pas à leur niveau. J'ai même pleuré, mon cas, la femme m'a même dit à ma femme que voilà, l'enfant a eu ma formation. Ça m'a beaucoup gêné. J'ai bien pleuré, jusqu'à présent, je pleure toujours. Voir mon enfant, c'était assez, je pleure toujours. Parce que l'enfant n'est pas un homme. Il n'est pas aussi un enfant comme les autres. Se sont alors ouvertes les portes des hôpitaux du Cameroun. Il a parcouru plusieurs hôpitaux gynéco et obstétriques à travers le pays. La fondation Chantal Bia, sans aucune véritable solution à cette pathologie. Moi, ça me fait mal. Tant parce que l'enfant n'est pas bien formé comme tous les enfants, ça me fait mal. Quand je vois l'enfant, c'est assis. Il y a que lui-même, il se plaint, il pleure. Et chaque fois, il m'appelle. Papa, ça chauffe, ça fait. Bon, moi, je ne suis pas à l'aise quand je le vois comme ça. Bon, c'est la raison pour laquelle... Ça vous fait mal. Pourquoi vous redoutez quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous gêne? Puisque s'il grandit à nos jours, s'il grandit et que son pénis n'est pas droit de vous comme les autres, l'enfant, ce n'est pas un homme. Il n'est pas procuré. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai peur. Il voudrait sortir de ce rythme de vie, devenir un homme et vivre comme tous les enfants de son âge. L'écho de leur maladie suscite compassion. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Se sont alors ouvertes les portes des hôpitaux du Cameroun. Il a parcouru plusieurs hôpitaux gynéco et obstétriques à travers le pays. La fondation Chantal Bia, sans aucune véritable solution à cette pathologie. Moi, ça me fait mal. Tant parce que l'enfant n'est pas bien formé comme tous les enfants, ça me fait mal. Quand je vois l'enfant, c'est assis. Il y a que lui-même, il se plaint, il pleure. Et chaque fois, il m'appelle. Papa, ça chauffe, ça fait. Bon, moi, je ne suis pas à l'aise quand je le vois comme ça. Bon, c'est la raison pour laquelle... Ça vous fait mal. Pourquoi vous redoutez quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous gêne?
Puisque s'il grandit à nos jours, s'il grandit et que son pays n'est pas droit de l'eau comme pour les autres, l'enfant n'est pas un homme, n'est pas procuré. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai peur. Il voudrait sortir de ce rythme de vie, devenir un homme et vivre comme tous les enfants de son âge. L'écho de leur maladie suscite compassion. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est dans par cette phrase fétiche de ce programme Regard social, nul n'a le droit de vivre heureux tout seul. Merci à vous, Eric Fenankwamo. Vous avez compris qu'il s'agit bien entendu du cas de Romy qui souffre d'une malformation congénitale. Je propose à présent notre cas, le cas de Madame Veuve Nsela qui souffre également du goitre, qui est aussi un autre cas et vous avez déjà contribué en grande partie, mais il en faut toujours parce qu'il faut trouver la solution à ces différents cas. Merci. Juste après, nous allons recevoir d'autres invités. La démarche de cette dernière démontre à suffire qu'elle n'est pas en bonne santé. Je souffre de goitre. Vous voyez. Donc je n'ai pas de moyens pour aller à l'hôpital. La maladie a commencé, je sentais les maux de tête. Les maux de tête, je pars à l'hôpital. On me prescrit les produits, je les prends. C'est après certaines années que j'ai vu comment le cou a commencé à gonfler. Comme j'avais aussi le corps, oui, c'est là que je me suis rendue à Sarbayémé pour qu'ils essaient de voir s'ils peuvent m'opérer. Veuve Nsela était Moussissa, âgée de 63 ans, est malade. Au début de la pathologie qui la ronge depuis des années, elle dit avoir été stigmatisée par le personnel médical qui l'a consultée. Ils m'ont consulté. Ils m'ont dit que va à Douala, va mourir à Douala. J'ai dit mourir à Douala comment? Moi je suis malade. Sauvez-moi, vous dites que j'aille à Douala faire comment? Et le médecin là, il a dit va seulement. C'est ce que je te dis. Ils m'ont prescrit rien que les médicaments des vers. C'est ça que j'ai ramené à Sarbayémé. Je suis alors restée, je ne savais pas d'où aller. Je suis encore partie à Métèque. Il y a le carnet de Métèque ici. Arrivé là-bas, le docteur là, il m'a consulté, il a commencé à me donner les remèdes. Et ça allait. J'ai fait 4 ou 5 tours là-bas. Le dernier jour où je suis arrivée, je ne l'ai plus trouvé. Je me suis dirigée vers ses amis, ses collègues. Oui, c'est ça, c'est les 2 hôpitaux là que je suis partie. Des années sont passées et la maladie a pris du volume. Ces nuits sont tristes. Je me sens très mal à l'aise. Je me sens très mal à l'aise. Je n'arrive pas à beaucoup marcher. Je ne peux pas marcher même 1 kilomètre. Et si je dors la nuit, je n'arrive pas bien à dormir. Oui, donc je suis mal à l'aise. C'est ce que je peux dire. Parce que il y a des fois mon cœur frappe très fort de telle manière que je n'arrive pas à parler. Oui, je n'arrive pas à parler. Donc quand ça me frappe comme ça, tout le corps est cassé. Tout mon corps est cassé. Et j'ai déjà fait le deuil ici moi-même. Sur mon cou-ci, j'ai déjà fait le deuil. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Oh. Je suis fatiguée. Une personne. J'ai pris. Elle, c'est Veuve Nsela, comme vous l'avez suivi. Elle souffre du goitre et ça fait plusieurs années quand même. Et les contributions des uns des autres ont permis à ce qu'elle commence à avoir de l'espoir. Et comme c'est Regard social
indiqué la tribune de l'espoir, justement. Il y aura donc davantage vos contributions pour l'accompagner et trouver la solution à sa difficulté. Sur ce plateau, Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Nous avons également une association avec nous. Tout à fait. Qui apporte son aide. Oui, qui apporte son aide pour le cas de Mama Sela, qui vient d'être regardée à l'antenne tout à l'heure. Et également pour le cas du petit Romy. Nous allons les laisser la parole. Oui, alors, juste sur ce plateau, donc, Madame Abonki, bonsoir. Mabonki. Mabonki. Vous êtes la présidente de l'association des femmes, des dames et filles Babimbi, de PK10. Oui, monsieur. C'est ici à Douala. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous n'êtes pas seule, vous êtes avec la fondatrice qui est Madame Epaya Mara. Bonsoir également. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est votre charité qui nous amène. La façon d'aider les gens, de sauver la vie de tous les Camerounais, ça nous a beaucoup touchés. Ça nous a beaucoup donné beaucoup de soucis, de remords pour qu'on vienne aussi. Parce que votre œuvre de charité que vous aviez fondée, c'est grâce à l'Esprit Saint. Et nous voulons que vous continuiez avec cet aspect de vraiment d'éclairer, parce qu'il y a la lumière dans tout ce que vous faites. Merci. Au nom de la direction générale d'Equinox Télévision, nous vous disons merci. Madame la fondatrice, oui, monsieur. Vous êtes également venue pour la même cause. Vous n'êtes pas seule, hein. Il y a bien d'autres membres de l'association qui sont dans les gradins et qui vous accompagnent également. Alors vous avez apporté une enveloppe dans laquelle on trouve un montant de 100 000 francs CFA. Oui, papa. Pour 2 cas. Pour 2 cas. Le cas de Romy et le cas de Sela. D'accord. Chaque cas 50 000 francs. Chaque cas 50 000 francs CFA. Chaque cas 50 000 Bravo. francs. Merci. Et c'est à vous qu'on remet. Irène Tembe. Alors, l'association a l'habitude de faire ce genre de geste ou c'est le tout premier? C'est le tout premier à Equinox, à Regard Social. Mais sinon ailleurs, nous le faisons souvent. Qu'est-ce qu'elle fait votre association au-delà de venir donner un don comme celui-ci? C'est juste l'association, nous nous rassemblons pour amour entre femmes et filles Babimbi. Nous avons des petites cotisations qui peuvent nous aider aussi à aider d'autres personnes. C'est tout ce qu'on fait. D'accord. Elle existe depuis plusieurs années quand même? Depuis 30 ans. Depuis 30 ans? Depuis 30 ans. C'est notre anniversaire qu'on fête même. Ah, votre anniversaire? Anniversaire de l'association? De l'association. Bravo également. C'est pour ça qu'on a préféré venir donner notre don à Regard Social pour qu'on aide les démunis. Alors, on continuera même d'avance. Nous vous disons merci. Merci pour le geste du cœur. Irène? Oui, Flavien, nous dirons qu'à la suite de ce don, le montant total des contributions de Mama Sela s'élève à 1 484 950 francs CFA. Et nous allons continuer également avec la suite des contributions du petit Romy dans le même CH. Famille Lonze, 5 000 francs. Famille Jonadab Sefi, 10 000 francs. Un groupe d'amis unis pour les nécessités, 25 000 francs. Bienfaitrice, 6 000. Larissa, 1 000 francs. Une étudiante depuis l'Allemagne, 13 000. Anonyme, 5 000. Famille Chamego, 2 500. Suzanne de Dedo, 1 000 francs. Une bienfaitrice, 9 200. Une famille à Lorbaba Mairie, 10 000 francs. Alice, 2 000. Famille Totam, 10 000. Pongo et Béné Sandrine, 500. Une maman de Bonapriso, 100 000. Un couple bienfaiteur, 35 000. Anis et Flaubert, 3 000 francs. Famille bienfaitrice à Ancien Isès, 10 000 francs. Un bienfaiteur de Ndorpassi, 10 000 francs. La grande famille Enumba Ndeme, 2 000. Tamborita à Omnisport, 5 000 francs.
Famille de compassion, 13 000. Modeste Android depuis Bétois, 10 000 francs. Ce qui nous donne un montant total de 897 350 francs CFA pour le cas du petit Romy. Également, à la suite du petit Romy, nous avons également le cas des enfants qui avaient été sodomisés par leur papa. Karine Doudet de Yaoundé, 10 000. Monsieur Jean-Baptiste, 1000 francs. Bienfaitrice, 8 000. Monsieur Numbodier, 5 000. Et Belengoubo, 5 350. Alexis Tambo, 1400. Yamba Céline, 9 000. Touré Ibrahim, 2500. Rosine Limbe, 5000. Une musulmane, 1000 francs. Matsinjou, 500. Souekom, 50 000. Gounou, 10 000. Sidonie Judith Manton Gifo, 2 000. Madame Véronique Kamga, 20 000. Yamba Céline, 9 000. Brad de Makepe, 10 000. Bonadiwoto, 20 000. Manto Doris, 20 000. Edwige, 5 000. Sandrine Gassa de Konsamba, 10 000. Famille TGH, 15 000. Karam Stéphane, 2600. Reine-Mère Justine Thio, 2 000. Pierre, 1500. Babila, 10 000. Prudence Lodom, 10 000. David de Fumbon, 4 000. Djamga Tachim, 2 000. Anonyme de Douala, 10 000. Une dame apostolique de Toussaint de Souboum, 5 000. Une chrétienne, 10 000. Tout d'huile le fit épouse Mouangue Anne, 40 000. Les 3 débauchis depuis Koto, 10 000. Yvette, 5 000. Établissement Nodakam, Gourambamba Sina du Cameroun, 25 000. Monsieur Emma François, 30 000. Bienfaitrice anonyme, 5 000. Mathias Ndjomo, 50 000. Un bienfaiteur anonyme de Bafoussam, 20 000. Eyadi Véronique, 20 000. Mamie Tomate de Bepanda, double balle, 2 000. Un chrétien, 5 000. Maman Jeannette, 2 000. Une bienfaitrice, 25 000. Une bienfaitrice, 10 000. Penda Jacques, 10 000. Bienfaiteur, 3 000. Madame Ko Betote, 50 000. Gisèle Zapo, 1000 francs. Niada Brigitte, 20 000. De Jolie de Konsamba, 4 000. Madame Djenan Odile de Bafoussam, 5 000. Maxime de Paris, 10 000. Une chrétienne, 2 000. Un téléspectateur de Yaoundé, 2150. Sylvestre des États-Unis, 51 363 francs. Famille Lobotedi, 10 000. Djometio Pokom, 5 000. Une jeune maman de carrière, 15 000. Bienfaiteur anonyme de Yaoundé, 20 000. Edith Kuate, 3 700. Association Love One to Another, 10 000 francs. Secrétariat à l'éducation protestant, 30 000. Une bienfaitrice de Niala, 10 000. Martine, 5 000. Une bienfaitrice de village Mboko, 5 000. Monsieur Kitio, 5 000. Rosalie, 20 000. Mutuelle des dames dynamiques Moudadi, 50 000. Une chrétienne, 25 000. Un chrétien, 25 000. Maman Yoyo, 10 000. Bienfaitrice, 5 000. Une chrétienne de Yaoundé, 10 000. Félicité de Ndorbonne, 5 000. Une bienfaitrice de la France, 20 000. Une bienfaitrice, 5 000. Une bienfaitrice de la Cité des Palmiers, 5 000. Dassi Pierre, 3 000. Patrice Stéphane Tafen, 5 100 francs. Une bienfaitrice de l'hôpital général, 5 100 francs. Une chrétienne à Niala, 3 500. Un chrétien anonyme, 10 000. Une chrétienne de la paroisse Saint-Marc de la Cité des Palmiers, 5 000. Une infirmière de l'hôpital Sébec, 10 000. Bienfaitrice, 40 341 francs. Bienfaiteur du Canada, 100 000. Sona Nago Cynthia Alida, 30 611 francs. Une chrétienne de Bonamoussadi, 5 000. Bienfaiteur anonyme de Yaoundé, 20 000. Famille Chamgwe, 5 000. Le champion soccer académique de Ngaoundéré, 3 500. Famille Mbonye, 10 000. Joie de Honorine, 2 100 francs. Diane, 5 000. Bienfaiteur, 20 000. Kenzo Vofo Lucie, 2 000 francs. Une famille chrétienne de PK15, 60 000. Famille Yangwe Samuel Ayabasi, 5 000. Famille Fonjo Pamela, 10 000. Une chrétienne en temps de carême, 5 000. Nouveau Mindo Paulina de Montréal, 10 000. Madame Diofar Simo Claudia, 5 000. Tandem Georges Dongla, 2 000. Orly, 5 000. Josué de Bamenda, 2 500. Jean-Oscar Guéné, 35 000. Charlie Joël Fokou, 4 200. Tchoundia de la terminale D du lycée Bélin de Bekoko, 6 300. Princesse de Ndom, 3 000. Aline Chekem, 10 000. Mireille, 5 000. Une femme simple et charitable, 2 000. Madame Talom, 4 000. Une chrétienne, 5 000. Famille EEC, 10 000. Bienfaiteur de Koto Village, 5 000 francs. Famille QE
10 000 francs. Une chrétienne de Yaoundé, 2500. Michel Batonga de Yaoundé, 10 000. Une âme charitable de Bessingue, 5 000. Focus Simpus du Gabon, 10 000. Une dame d'Afriland, 10 200. Un bienfaiteur, 10 000. Un groupe d'amis Oldenbrook en Allemagne, 80 000. Ayozie Lyoni, 11 135. Donateur du Canada, 79 000. Une bienfaitrice de Yaoundé, 25 000. Ménizan Nadège, 3 000. L'Arche des Granitas depuis Bafoussam, 5 000. Prince, 1200. Famille chrétienne à Bonabéry, 10 000. Massa Joséphine, 6 000. Madame Nyango Yvonne Plucherie de Yaoundé, 10 000. Une chrétienne de l'église évangélique de EEC de Souboum, 2 000. Emmanuel Tomi, 2500. Fabrice Ndiapou, 5 000. Massingu Djoumessi, 20 000 francs. Wisoku Ayou, 5 000. La famille Tor de Tchang, 8 000. Bienfaitrice de Yaoundé, 25 000. Kakano Vicky Aimé, 10 000. Bienfaitrice de Newton Aéroport, 18 000. Médon, 1400. Ngada Pezomo, 5 000. Pouza, 5 000. KAL, 1400. Taché et Madame Ndiapou, 10 000. Finan Photo de Tibati, 2700. Bienfaiteur inconnu, 20 000. Madame Kameni, épouse Elon, 15 000. Soucha, 2 000. Ndoman Doumbé, 10 000. Chimène, 2 000. Diko, 20 000. Monsieur et Madame Lieli, 5 000. Bienfaiteur, 5 000. Bienfaitrice, 10 000. Bienfaiteur, 5 000. Bienfaitrice, 3 000. Banou Seydou Eugénie, 10 000. Association des jeunes femmes chrétiennes et dénomination catholique, AJFF, 46 300. Association des dames dynamiques de nouvelle génération, ADD, 107 100 francs. Madame Fotso Blanche, 5 000. Clara du Canada, 5 000. MP et Madame Koungé de Ndorbonne, 5 000. Une chrétienne, 5 000. Famille Moussongo, 3 000. Les filles de Monsieur Tombola depuis la Guinée équatoriale, 15 000. Une bienfaitrice de village, 2 000. Un bienfaiteur, 10 000. Semo Sango, 3 000. Famille Yebjo, 3 000. Mbalate Zembon, 20 000. Ngor, 2 500. Une chrétienne, 10 000 francs. Jean-Oscar Nguéné, 35 000. Madame Zobo Marceline, 50 000. La famille Wankam, 9 700 à Bamenda. Lungu, 10 000. Maintenant, nous allons lire les dons des enfants des États-Unis. Nous avons Thérèse Doris Fouda Alima des États-Unis, 11 200. Passy J des États-Unis, 16 800. Léonce Mafo des États-Unis, 25 200. Doris Ndouikam des États-Unis, 11 200. Marilyn Bébé des États-Unis, 2 800. Blanche Tchakam des États-Unis, 5 040 francs. Luisaine Gotom des États-Unis, 11 200. Séverine Kwangem des États-Unis, 2 800. Et nous avons Karine Ebongue des États-Unis, 53 500. Ce qui nous donne un montant total de 1 795 196 francs pour le cas des enfants qui ont été sodomisés par leur papa. C'est-à-dire le cas des enfants de Flavienne. Oui. Le cas des enfants qui ont été abusés sexuellement, abusés sexuellement par leur géniteur. Oui, par leur géniteur. Merci bien. Ce sera tout pour... C'est pas tout. La liste est encore exhaustive si la réalisation me permet de terminer. D'accord. Nous allons revenir sur la liste à la prochaine édition. Mais nous allons dire merci aux dames de l'association des dames et filles, Babimbi, PK10, sœurs dominicaines. Donc, merci d'être venu. Et continuez à faire des gestes. Parce qu'il y a plusieurs cas et qui sont également enregistrés chaque fois dans le cadre de Regard Social. Irène Tembe, je vous dis merci également. Merci également à vous, Flavien. Nous allons dire merci à tous nos téléspectateurs, mais déjà, avant de partir, nous disons merci à Georges Mitterrand, Séverin Tsumba, Eric Watat, Cédric Chouna, Dani Warren Zedeke, le réalisateur de ce programme Regard Social. On n'aura pas oublié, en tout cas, Samuel Tchoufa, qui est le chef opérateur de Regard Social également, et aussi Eric Fernand Kwamo, tous ceux qui contribuent, en tout cas, au fonctionnement, au bon déroulement de ce programme. Je suis Flavien Dongo, madame, messieurs, et au grand public qui est venu nous assister également, je dis bonsoir, merci.